Bonsoir tout le monde, bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire. Écoute, cette semaine, on a un épisode spécial. Je reçois un invité, donc représentant des ventes de la microbrasserie Chasse-Pinte, mon bon ami Kevin qui est venu nous visiter pendant cet épisode qu'on parle des bières gruites. Donc, tu vas voir, le visuel de l'épisode est un petit peu différent. De d'habitude, naturellement, un petit peu moins tête, là, parce que c'est un petit peu plus dur de faire le traitement sur un vidéo Zoom, mais un épisode ô combien fucking intéressant, beaucoup plus long qu'à l'habitude, mais des belles conversations, des belles discussions, c'était vraiment cool. Ça a vraiment donné un vibe très podcast normal, là, long, mais discussion vraiment cool. Moi, j'ai vraiment aimé faire cet épisode-là. Je vais le réinviter, c'est sûr. Donc, j'espère que tu vas aimer l'épisode. Juste avant de commencer, l'épisode est une présentation de Rire à sa fin. Ben oui, Rire à sa fin encore une fois, juste pour t'annoncer que bientôt, on va avoir les boires de dégustation à la maison. Donc, faut vraiment pas que tu rates ça. C'est ça que j'essaie de te dire depuis comme 2 épisodes. Fait que www.rireasafin.com. Mais va suivre la page de Rire à sa fin sur Facebook et sur Instagram. On va annoncer ça, ça va être génial. Pour vrai, j'ai dit dans le dernier épisode, ça sera quand même pas si cher. Pour vrai, non, ça sera pas cher. Pour ce que c'est, pour vrai, là, quand on va l'annoncer, tu vas capoter. Ça sera vraiment pas cher pour ce que c'est. Ça va être une dégustation virtuelle, en fait, où j'ai même pas besoin de me déplacer dans un Zoom. Puis que là, c'est full imposant, tu sais. Ça va être genre une vidéo de moi qui te présente. Fait que tu peux faire pause quand tu veux. Tu peux aller pisser quand tu veux. Il n'y a pas de stress. Pas cher, pas de stress, puis c'est bon. On a goûté justement des saucisses qu'on va utiliser pour ça. Ça va être tellement bon. Ça va être malade, OK? Pour vrai, ça va être génial. J'ai vraiment hâte que tu découvres ça. Donc, www.rireasafin.com. Merci de me commanditer. Et surtout, la page Facebook. C'est là que tu vas trouver l'information. Et écoute, je te souhaite un bon épisode. J'espère que tu vas aimer ça. Si tu aimes l'épisode, s'il te plaît, donne-moi des likes. Abonne-toi. Fais quelque chose. Ça m'aide tellement. C'est con, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Tu me rendrais vraiment heureux. Et ben voilà. Donc, on s'en va dans un long univers. Si jamais la version vidéo est trop longue, écoute, tu peux aller me voir sur les plateformes audio, Google Play, Apple Podcasts et Spotify. Je suis partout, je suis là. Une bonne raison de boire, tu vas le trouver. Donc, des fois, ça peut être plus fun de faire ça en faisant du ménage ou en travaillant, je sais pas. Mais écoute, sinon, si tu écoutes la vidéo, merci beaucoup. Je pense que tu vas adorer. C'est vraiment un bel épisode. Et comment je te dirais ça, mon chum? L'épisode, il commence direct là. Bonsoir tout le monde, bon matin, bon après-midi et bonne nuit. Bienvenue à cet épisode d'une bonne raison de boire, épisode du 19 avril 2021. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si tu comprends que ça fait 3 épisodes en ligne que j'ai à la date là. Pow! C'est direct dans même mon gars, man. J'arrive là, on dirait quasiment que je regarde un calendrier avant de commencer l'épisode. C'est écœurant ce qui se passe. J'espère que vous allez bien. Hey, content d'être avec vous cette semaine. Comme tu as probablement compris dans le message avant le vidéo, c'est un épisode un petit peu plus funky, fait qu'on skip les commanditaires, c'est déjà fait. Cette semaine, on reçoit... Ben, dans le fond, tu le vois, il est là. Il est soit là ou là. Je sais pas où c'est que ça sort. Ça doit sortir comme je le vois. Fait qu'il est là. Écoute, je reçois quelqu'un cette semaine, en fait, quelqu'un qui travaille, qui est représentant des ventes, en fait, pour la microbrasserie Chasse-Pinte, microbrasserie qu'on va voir cette semaine, et qui est également un des podcasteurs, je pense qu'on peut dire ça, du podcast L'Âge de bière. Mesdames et messieurs, Kevin Plante-Germain, comment ça va? Bonsoir! Ça va, JP, toi? Ben, ça va très bien, merci. Merci d'être là ce soir avec moi. Ben, merci de l'invitation, ça fait plaisir. Écoute, ça fait longtemps que je me mords les doigts à participer à une bonne raison de boire. Ben écoute, c'est fait, c'est enfin fait. J'aurais aimé mieux honnêtement le faire comme en présentiel, c'est toujours beaucoup plus smooth. Mais grâce à vous, en fait, pour vrai, c'est un peu grâce à vous que j'ai comme compris que ça peut se faire comme en différé, puis quand même bien sortir. C'est sûr que là, ben, je leur ai expliqué dans le petit vidéo avant, mais là, visuellement, c'est pas pareil que d'habitude. Là. C'est sûr que je pourrais pas monter mon vidéo puis mettre autant d'efforts sur le coloring. Anyway, on s'en rendra jamais compte YouTube. Fait qu'on s'en torche un peu. Encore plus ceux qui l'écoutent en audio, eux autres, ça leur passe 15 pieds par-dessus la tête. C'est clair, c'est ça. Ben, c'est surtout ça que vous avez comme vous avez vraiment comme une manière de fonctionner avec l'audio qui fait que quelqu'un qui l'écoute, ben vous, c'est juste audio finalement, sauf les Patreons. Ouais, c'est ça. Mais
mais on s'en rend jamais compte. C'est le but, tant mieux. C'est vraiment bien. D'ailleurs, on salue, on est live sur Patreon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent en ce moment. Oui, ben en fait, pour gâter nos Patreons, on a décidé d'enregistrer cet épisode-là live devant les patrons des tavernes qui sont notre garde rapprochée de l'âge de bière. J'adore ça. C'est que j'adore ça. Ben d'ailleurs, écoute, avant de commencer, je te permets, lâche-toi lousse. Qui es-tu? Présente-toi, podcast, Chasse-Pinte, ce que tu veux plugger. Oui, en fait, rapidement, je vais présenter un peu. Je suis co-animateur du podcast L'Âge de bière. On est actuellement à notre 3e saison. On vient de release notre 100e épisode. On est un podcast de dégustation de bière commerciale, artisanale. On fait une commerciale, 2 artisanales, des fois 3 par épisode. Moi, RF et Phil, 3 tripeux. Hein, de bière. Oui. Autant, moi, dans la représentation des ventes, on a Phil qui est brasseur, puis on a RF qui est essentiellement un grand amateur également. Puis je suis un amateur de bière depuis, je dirais, 4-5 ans. Puis je suis aussi, la raison principale pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que je suis représentant pour la microbrasserie La Chasse-Pinte depuis 1 an. Alors enfin, j'ai trouvé un travail dans le domaine qui me passionne le plus, puis je le partage avec vous aujourd'hui. C'est très hot. Puis d'ailleurs, question que je pense que je t'ai jamais posée, mais est-ce que tu viens du coin où tu travailles, où il a fallu que tu déménages? Non, en fait, effectivement, moi, dans le fond, je travaille pour la microbrasserie Chasse-Pinte qui est située à L'Anse-Saint-Jean, dans le Saguenay. Mais je suis originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda plus précisément. Fait que je suis déménagé ici pour un ancien travail. Puis quand j'ai eu l'opportunité d'aller à la microbrasserie, j'ai sauté dessus. Puis, étant donné qu'il y a quand même plus de... On va le dire, là, en microbrasserie, c'est plus facile de percer au Saguenay avec ses 15 microbrasseries qu'en Abitibi avec ses 2. Là. Respect au trèfle et au prospecteur. Mais mettons qu'ici, il y a un petit peu plus de possibilités. Fait que ça permet d'être proche de la ville, de Québec, toutes les régions autour. On est un petit peu plus proche. On est un peu moins isolé de l'Abitibi. Mais je m'ennuie beaucoup quand même de ma région natale. Puis j'aime beaucoup aussi participer à la vie brassicole dans son ensemble, ou à sa vie alcooleuse, si je pourrais dire, parce que j'ai aussi un 2e podcast qui s'appelle Ginétique sur les gins québécois. Fait que Ginétique comme génétique, mais gin, en tout cas. Fait que je vous invite à aller fouiller ça. On vient de commencer ce petit projet-là, c'est super cool. Fait que on vous invite à aller écouter ça si vous ne le connaissez pas déjà, ça me fait plaisir. Donc, on voit que mes podcasts sont assez limités à de l'alcool, hein? Ben, c'est correct. Dans le fond, tu te spécialises là-dedans. C'est sûr que c'est une belle manière de dire comme alcoolique, là, mais ça, tant qu'on gagne notre vie, on fait un peu d'argent avec ça, c'est correct. Je trouve juste ça me donne juste des meilleures raisons de boire. Ah, mais pas aussi bonne que les miennes. OK. Ah, cool. Sinon, je suis content. Écoute, cette semaine, d'ailleurs, on va parler d'un style qui est... je pense qu'on peut dire crissement niche. Ouais, méconnu. Vraiment méconnu. Un style qui est très peu populaire. Honnêtement... ce style-là, présentement, là, si je regarde la dernière place où je suis allé m'acheter de la bière, j'en connais. Honnêtement, je suis capable d'en nommer une de ce style-là, puis c'est celle qu'on va boire. Ouais, mais, il y en a quelques-unes, mais c'est pas ce qui est plus fréquent. Puis c'est aussi, en fait, c'est le premier style de bière ever. Ouais, exactement. Donc, c'est quand même... c'est la base des bases des bases, c'est ça. Ouais, c'est quand même... c'est assez funky. Ben, on va le dire, là, Chris, on fait un fil de suspense, ça n'a pas de style bon sens. On va parler du style gruite, donc on va en parler avec la petite chasse de la microbrasserie La Souche. Non, c'est pas vrai. De Chasse-Pinte. Ça aurait été excellent, pareil. De fait, j'en sors une autre, tu sais, puis t'es comme, ah, mon Chris. J'en ai donné de la bière restée bouillant. J'aurais dû faire ça. Fuck. Ça aurait été excellent. Ah, Chris. Non, la petite chasse qui est une gruite. Une des seules au Québec. Et je vais même dire, en fait, j'avais goûté une gruite d'une brasserie que je nommerai pas, mais je viens de la nommer, ça fait comme 40 secondes. Puis, tu sais, pour vrai, c'est pas tant que c'est une mauvaise bière, plus que j'avais pas trippé, personnellement. Et tu m'en avais apporté 2 hein, de ça. Et je l'ai déjà goûté. Je m'excuse. Ben, c'est correct. Ça servait à ça. Et sans farce, celle-là, je l'ai aimée. J'ai fait comme, ok, cool. Genre, on va avoir du fun, puis il y a de quoi à dire. Parce que, tu sais, quand tu bois une bière au podcast, c'est comme, c'est correct. C'est pas dans mes goûts, mais peut-être. C'est comme... À l'âge de bière, ça arrive régulièrement. Ouais, ça doit. Hein? Ben, c'est ça. D'ailleurs, je l'en parlais rapidement, mais vous avez un beau concept quand même avec les bières commerciales.
Puis, là, on veut pas mettre... je veux juste mettre de croix au clair parce qu'on s'est déjà fait un peu bâcher pour ça. Boire, nous, c'est une bière commerciale et artisanale. Il faut comprendre qu'on les met pas sur le même piédestal. On les met pas dans le même niveau. On les compare entre elles, les commerciales. Fait que, tu sais, l'idée, en fait, c'est de savoir quel qui est plus dégueulasse que l'autre. Souvent, tu sais, on trouve des affaires intéressantes à 5-10% du temps, tu sais, parce qu'il y en a qui c'est buvable, il y en a qui c'est intéressant, puis c'est un peu le but, tu sais, c'est de comparer qu'est-ce qui est correct, tu sais. Puis là, dans le commercial, on parle autant Molson, Coors, Bud que les brasseries importées, les affaires, tu sais, à grand public, les bières américaines, tu sais, l'idée, c'est des bières qui sont faites pour un branding commercial, tu sais. Il y a des grosses microbrasseries québécoises. Je ne vais pas donner de nom, mais qui ont des tendances un peu commerciales, mais on essaie de rester dans les bières d'épicerie, dans les Molson Coors de ce monde, les espèces de... les Bud Light avec des fruits crissement dégueulasses ou des affaires à 10,1%, les Molson Dry de ce monde, ou les Lef, les O'Garden, ces affaires-là, le plus comme épicerie ou un peu ce qu'on appelait peut-être à moins de 10 ans les bières importées. Ouais, c'est ça, puis qui était hot, là. Qui était, dans ce temps-là, quand tu faisais ça, t'étais funky, là, tu sais, quand parce que moi, je me rappelle, quand j'avais 18 ans, je buvais de la Stella Artois, puis je me trouvais edgy, là. J'étais comme, le pire, c'est qu'on l'a fait, la Stella Artois, puis ça en est une qui nous a quand même impressionné. Ouais, on a fait comme, c'est pas mauvais. C'est pas si pire, tu sais. Dernièrement, une que j'ai passé le 6-pack au complet parce qu'il venait juste dans ce format-là, puis que j'ai pas une misère, c'est la Bex. Ah, ben oui. La Bex, la bière allemande. Je dis, comme, ça se mouille tout seul. Je ne vais pas en acheter d'autres, mais. Ben, ça le fait. Non, ça le fait. Puis, tu sais, les bières européennes, normalement, même à Anakin, on me donne ça s'il n'y a rien d'autre. Ben, c'est correct. Regarde, je vais pas chigner. Non, ça va. Là. C'est pas dramatique. Là. Si vous voulez nous entendre chigner, ben, à l'heure de bière, vous pouvez le faire parce qu'on a rendu à un peu plus d'une centaine de bières de commerciales de goûter. Fait que. C'est étonnant. Oh ouais, non, vraiment, puis c'était cool. Puis d'ailleurs, l'épisode que j'avais fait, c'était quoi? C'était l'automne passé, hein? Début de l'hiver passé, en tout cas 2020. Ouais. La bière commerciale qu'on avait goûtée, pour vrai, c'était bon. C'était la Mons, la belgienne. La Mons. Blonde belge. C'était, pour vrai, là, beau produit. C'était correct, ouais. Fun à boire, puis c'était pas se casser dans les murs, mais écoute, j'ai bu des bières de micro pas mal pire que ça. On n'aimera pas les brasseries. Fait que... ben voilà, donc on va parler de... Ben là, on est loin en esti de la Budweiser, hein, avec les gruites, là, on s'en va vraiment ailleurs. Donc, écoute, c'est ce que je propose pour un épisode spécial avec un invité, ben, c'est qu'on l'ouvre tout de suite, on niaisera pas avec ça, parce qu'on peut s'écarter des discussions. Ça se peut qu'à un moment donné aussi, on s'en aille chercher une autre bière. Ça se peut très, très bien. T'as un très bel ouvre-bouteille. Oui, ben c'est ça d'ailleurs, hein, petite bouteille de chasse-pinte, hein, j'en avais parlé dans un autre épisode. J'essaie, là, c'est comme talent, il faut comme je cache ma face, sinon ma caméra suit ma face. Fait que là, si je cache pas ma face, elle focusera jamais. Et d'ailleurs, on a justement le petit renard en arrière qui est comme santé. C'est cute à mort, ok? C'est beau, vraiment fucking cute. C'est, dans le fond, c'est la directrice marketing Eve qui fait tout le branding de la microbrasserie. Puis toutes les images sur les bouteilles, sur les canettes, sur les ouvre-bouteilles, c'est toute Eve qui fait ça. Puis elle a vraiment un talent incroyable. C'est elle qui dessine tout ça? Ouais, c'est elle qui dessine tout ça. Fait qu'on a vraiment des belles images. Là. Tu sais, c'est très style pastel. C'est charmant. Puis on y va. Si je remonte un peu, là. Ouais, on y va dans la simplicité. Puis comme tu peux constater, c'est souvent, très, très souvent axé sur la nature. Puis il y a une raison à ça. Là. Mais la nature, les animaux, les plantes, il y a des raisons bien précises pour ça. Oui, bien effectivement, on va en parler tout à l'heure, hein, d'ailleurs, de l'angle de la brasserie. Évidemment, je pense qu'on a le meilleur gars pour en parler. En fait, le meilleur serait peut-être lui qui a starté la business, mais comme le deuxième meilleur, pas mal toi. Mettons en principe. Meilleur accessible en ce moment. Ben, c'est ça, exactement. Écoute, on va commenter la bière. Je vais commenter la bière tout. Toi, tu la connais très bien, mais pour ceux qui m'écoutent, là, je sais pas si c'est le bon format, hein, de verre. Moi, je vois avec le gros crisse de ballon démesuré. On va se le dire, OK? Les formats de verre, ils ont très peu d'impact sur le goût de la bière. Il y a une grosse question marketing en arrière de ça. Il y a supposément des études qui disent que certaines formes de verre sont faites, mais
pas tant vrai. Ouais, c'est ça. Ben, certains vont défendre le fait que justement, il y a certains verres un peu comme celui-là versus, mettons, l'espèce de le calice, finalement, des bières belges, qui est très ouvert. Fait que, tu sais, finalement, un verre comme ça va amener un peu plus l'odeur vers le nez, donc ça affecte un petit peu le goût. Au niveau de l'odeur, je suis d'accord qu'il y a une différence parce que, tu sais, comme toi, ta mousse est restée parce que tu as un verre qui se ferme, puis moi, j'ai un verre style pinte, puis il se ferme pas, puis ma mousse est partie. Fait que, ouais. Ben, elle s'est effacée vite. D'ailleurs, parlant de la mousse, elle s'efface relativement rapidement. Mais on voit, là, c'est parce que la caméra, on le verra pas, mais il se produit beaucoup de bulles là-dedans. Donc, c'est bien effervescent. C'est le fun. Moi, j'aime ça. J'aime ces bières effervescentes. Gros fan de saison pour cette raison-là. Souvent, son crissement... le verre belge est agressif niveau effervescence, là. Oh, oui, vraiment, là. Vraiment, les saisons particulièrement, souvent, une belle saison réussie, là, ça a effervescence c'est pas un mot, là, mais ça effervessionne. Ça effervesce. Ça effervesce. Ça effervesce. T'as-tu vidé tout le contenu de ta bouteille dans ton verre? Il en reste peu. Il en reste peu parce que des fois, il y a un petit fond parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. On va en parler tantôt. Oui. Ben, d'ailleurs, je vais te poser la question, est-ce qu'une gruite, on veut ce fond-là? Parce que des fois, les dépôts, on les souhaite pas. On veut toujours le dépôt. Excellent. Ben, dans les bières belges, il y a un bémol des fois. Il y en a qui vont dire comme on le veut pas tout le temps. Ceci étant dit, là, j'ai souvent versé, puis je peux dire on s'en calisse souvent aussi. Là. Ouais. Pour prendre ce terme-là, mais t'as des gens qui le lit pour eux autres, c'est arc, tu sais. Je le mettrai pas, c'est le lit. Ouais, mais c'est le goût, tu sais, c'est ça ta bière. Tu sais, il y a des ingrédients dans la bière, ils se ramassent dans le fond. Si tu bois pas, tu bois pas la bière au complet. Non, c'est ça. Les ingrédients qui se sont pas ramassés dans le fond. T'sais. Ouais. Sauf que, tu sais, mettons une triple belge, ça veut pas nécessairement trouble. Fait que, s'il y a un dépôt que ça la rend trouble, des fois, tu dis, OK, c'était peut-être pas voulu. Mais une blanche, tu veux tout. Ou la New England IPA. C'est mon style préféré. Hein? T'as dit une bière blanche. Ben, une bière blanche. Je devrais te taper ses doigts. Qu'est-ce qu'il y a? Une Hefeweizen, une Whitby. Ah oui, hein? Blanche belge, regarde, on va dire belge. Tu vas être content. J'étais carré. Mais non, ben New England IPA aussi, hein, tu veux tout le fond, tu le veux, tu veux même situer les houblons de la terre. Je respecte ce style-là, ça paraît dû. T'as déjà un petit peu plus de turbidité que t'en avais tantôt parce que t'es rajouté le fond. Ben, crissement plus même, je dirais. Puis, ben là, ça doit être mes lumières qui font ça aussi, mais à cause de ça, ça l'a pâli finalement. Ouais. Ça a vraiment pâli ma bière, donc, parce que, bon, évidemment, la lumière va refléter dedans. Là, c'est pas. C'est la pure. Elle est comme une espèce d'orange brûlé caramel. Ouais. C'est pas une couleur qu'on voit souvent dans les bières. C'est pas une couleur qu'on voit souvent. On pourrait très bien la mélanger avec une rousse. Tu sais, quelqu'un qui s'y connaît moins. Mais on est loin de ça quand même. Hein, donc, c'est assez unique. D'ailleurs, peux-tu me dire, on va essayer de faire le pont entre l'histoire et la fabrication. Là, ça va être un petit peu plus lousse, ce podcast-là. Comme je les aime, mais en fait, pourquoi c'est cette couleur-là? Est-ce que ça a rapport au malt ou c'est... Ben en fait, il y a quand même utilisation de beaucoup d'avoine dans cette bière-là. Ça donne un aspect crémeux. Puis l'avoine va souvent brouiller la bière. Mais il y a beaucoup de céréales aussi qui sont utilisées là-dedans. Beaucoup de céréales différentes. Mais le point focus de cette bière-là, c'est les herbes qui sont utilisées. Parce que le gruit, c'est une bière qui n'utilise pas de houblon. Aucun houblon. C'est un peu comme... qui sont fâchés, là. Ouais, c'est ça, je sais. Ils sont fâchants sacrément. Hey, comme, quoi? Pas de... C'est pas de la bière, d'abord. Hey, c'est de la bière bien avant tout ce que tu as bu dans ta vie, OK? Non, c'est vrai. Parce que, pour faire une histoire courte, dans le fond, Gruit, c'est une bière sans épices qui est sans houblon, en fait, qui est épicée avec plein de plantes, qui est des recettes avant même que le houblon existe et qu'il soit utilisé dans les bières. Donc, on utilisait des plantes pour le côté amérisant puis le côté, je vais dire, stérilisant. Là. Mais le vrai terme, en réalité, c'est bactériostatique. On rentre dans le gros crise de détails. Wow, mais, c'est intéressant. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, on parle de v'là 3000 ans.
chaque bière était faite un peu avec les plantes environnantes des pays. Fait que des bières scandinaves, on avait des bières occidentales, on avait un peu partout de ce que tu trouvais. Puis la petite chasse, c'est ça le concept, c'est qu'on utilise des plantes québécoises dedans seulement. Ce qui donne dans le fond, un ancêtre de la bière qui est propre au Québec parce que c'est seulement des plantes boréales. Pour vous les nommer rapidement, sont tous écrits sur la bouteille. Oui, on a de l'achillée millefeuille, du poivre crispé, aussi appelé poivre des dunes, de l'Amérique baumier, de l'herbe amère, thé du Labrador, l'armoise, la Contonie voyageuse. Et tout ça, c'est biologique, donc c'est à la chasse-peinte. On a une spécialité, on fait des bières qui sont certifiées biologiques par Écossaire. C'est notre gros point fort, parce que les gens, ils cherchent ça, puis nous, on se dévoue à aller chercher des ingrédients qui sont biologiques. Il n'y a pas 100% de nos bières qui le sont, parce qu'il y a certaines bières qu'on fait que les ingrédients ne sont pas disponibles biologiques. Fait que c'est un petit peu plus compliqué, mais de plus en plus, on l'est. Comme par exemple, nos bières barriquées ne le sont pas, parce que tu peux pas dire un baril de brandy qui est bio. Ouais, c'est vrai. Tu peux pas le certifier à 100%. Non, ça devient dur un peu, ouais. Fait que c'est ça. Dans le fond, le gruit, c'est ce que les gens faisaient avant l'arrivée du houblon. Fait que c'est comme un peu l'ancêtre de la bière. À ne pas confondre, en fait, avec la cervoise, qui est essentiellement un peu la même affaire, mais qui est plus centrée autour de la région France, ancienne France et compagnie. Fait que cervoise, c'est vraiment le terme Europe de l'Ouest-ish français. Mais ses cousins, c'est assez proche du style. Fait que on a des bières qui ont des profils très, très, très herbacés. Tu peux en témoigner. Là. Ça Effectivement. Goûte Définitivement. un paquet de... Moi, je trouve que ça goûte le chalet, cette bière-là. Ça goûte le chalet, puis on n'est pas... ça vient rejoindre légèrement un peu les bières un peu sauvages, sans avoir cette espèce de goût excessivement acide, ni de vieux cul de cheval suintant. J'ai pas encore parlé des bières des gueuses, lambics et compagnie. C'est ça, tu sais, on est loin de ça, mais on peut quand même y reconnaître un petit côté très nature là-dedans. Là, ouais. On reconnaît définitivement ça dans un peu le côté fruits sauvages, justement. Là, donc, Tout à fait. Puis tu sais, dans le fond, les ingrédients, les plantes qui sont utilisées pour faire le gruit sont super importantes. Ils ont deux fonctions. Évidemment, on veut aller chercher une amertume pour créer l'effet de la bière aujourd'hui, ce qui se faisait avant, en fait, puis avant que le houblon arrive, parce que le houblon, c'est hyper amer comme épice, puis c'est quand ils ont découvert ça, ils ont fait « Oh mon Dieu, on va en mettre partout ». Donc, on a certaines plantes qui ont l'effet amérisant, puis on a certaines plantes, comme je disais tantôt, qui créent l'effet de bactériostatique. Grosso modo, vous savez que le houblon, c'est ça tue les bactéries, finalement. Là. Ça fait comme... comment je vais dire ça? Je cherche le mot, là, ça les tue. En tout cas, bref, ça les rend mortes, là, pour pas que ça s'infecte. Ça assainit. Ça assainit. Ouais. Ça assainit. J'ai pas le mot qui me vient. Quoi qu'un assainisseur, c'est plus raide normalement. Tu veux pas ça dans ta bière, là, mais non. en tout cas, bon, ça conserve. C'est un agent de conservation, finalement. Prends le même stuff que ma piscine. Ouais, du chlore. Du chlore dans sa bière. Non, mais ça sent la piscine municipale. Non, c'est ça. C'est que dans le fond, la différence, c'est que les propriétés des plantes qui sont utilisées, la bactériostatique, c'est qu'au lieu d'éliminer les bactéries, c'est que ça fait juste pas les faire dormir, mais ils font comme geler puis être inoffensifs ou juste comme... Ça les gèle, ça les met en état de statique. C'est pour ça qu'on dit bactériostatique. Ouais. Fait que c'est, dans le fond, là-dedans, les plantes qui sont bactériostatiques, l'Amérique baumier, l'armoise, la chilée puis le thé du Labrador ont ces propriétés-là. En plus, il y a certaines de ces plantes-là qui ont des propriétés amérisantes. Puis ici, évidemment, il y a le poivre des dunes aussi qui est ajouté, qui va rajouter un petit côté un peu céréalier puis ces choses-là. Mais tu sais, c'est vraiment l'idée, c'est de créer cette bière-là sans houblon. Puis c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Puis je pense que, là, je parle pour moi-même, je parle pas nécessairement pour toutes les microbrasseries ou moi en tant que représentant, c'est pas un style qui est facile à faire. Non, j'imagine, parce que juste d'aller, j'imagine que juste aller trouver la balance d'herbe qui goûte bon en partant, tu sais, c'est bien beau tout ça, mais je veux dire, quelle quantité de quoi tu mets, j'imagine qu'il y a des recettes un peu de base, mais tu veux pas être comme tout le monde, donc puis surtout, tu sais, dans votre cas où vous prenez des herbes vraiment québécoises, ben là, il y a peut-être moins de référents à savoir
OK, tu sais, laquelle goûte quoi et puis ben comment on arrive à un bon résultat, tu sais, pour pas arriver justement à un résultat comme l'autre que j'avais goûté, que j'avais fait comme ah ouais. Ouais. Il n'y a pas d'eau blonde et ça paraît. Mathieu, le brasseur de la Chasse-Pinte, c'est vraiment un expert en plantes. Okay? Il connaît vraiment beaucoup ça, puis il aime énormément jouer avec ça. Puis c'est un peu le créneau de la microbrasserie aussi, c'est d'aller vraiment chercher toutes les plantes qu'on trouve au Québec, puis faire aromatiser nos bières avec ça. Fait que tu sais, c'est ce qu'on. Des fois, on va chercher des affaires vraiment crissement obscures, puis que le monde sont comme what? Tu sais, je peux donner un exemple. J'ai une autre bière entre les mains ici qui est la Bruine, qui est une gauze à la berce et aux agrumes. Mais si tu googles vite fait, c'est quoi la berce, tu vas trouver rapidement que c'est une plante crissement toxique, que si tu touches à ça, la peau te brûle, mettons. Okay. Super rassurant, guys, c'est achetez ça. Rassurant. Non, mais ce que la canette dit pas, par exemple, c'est que la berce qui crée cet effet-là, c'est ce qu'on appelle la berce de cocasse. Celle qu'on utilise, c'est la berce laneuse qui n'a pas cet effet-là, contrairement à la berce de cocasse. Fait que non, ça va pas vous faire enfler la gueule. Faites-vous en pas avec ça. C'est rassurant quand même. Ben, tu sais, non, mais c'est con. Mais moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai fait comme c'est quoi la berce? Puis là, je google ça. Puis je vois ça, je suis comme, wait, t'as peu. Là, j'écris au brasseur. Je suis comme, dude, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Ah, non, c'est cette. Ah, ok. Je suis texté, dude, le sais-tu? Ouais, c'est ça. On va commencer par ça. Il sait très bien c'est quoi. Puis ça se transmet bien aussi. Hein. Ouais, ça, ben écoute, d'ailleurs, t'as ouvert la porte. J'ai dit à tout le monde, ça va être n'importe quoi ce podcast, ça va aller dans tous les sens, OK? Puis c'est correct. Okay? Ça fait plaisir. C'est ça. Je vois déjà les messages rentrer comme si c'était n'importe quoi, laisse-moi patience, OK? C'est juste ça. Oui, ceux qui sont sur Patreon sont comme Chris, il est bien raide avec son auditoire, oui. OK, je les insulte sans arrêt. Puis c'est comme notre relation. C'est une relation très toxique qu'on a, moi et eux. Une relation amour-haine, eux, ils t'aiment, toi, t'es haïs. C'est ça. Peut-être pour ça que j'ai juste 20 views aussi, mais. C'est triste. Ok, non, mais. non, pour vrai. C'est ça, t'as ouvert la porte en fait pour Chasse-Pinte, mais c'est ça, vous êtes une brasserie spécialisée avec l'utilisation, j'ai pas mal de le dire, mais des herbes. Et c'est ce qui fait que ça donne vraiment des produits crissement funky souvent sur des styles que. T'sais, justement, vous aviez sorti une lager pour le monde des bières, qui est une lager aux épices. Oui, ben dans le fond, il y a certaines épices, il y a certaines herbes dedans, dont l'armoise, puis la contenue voyageuse, si je me souviens bien. Des plantes, nous on aime ça rire, on dit des plantes de bord de chemin, là, parce que c'est des plantes que tu peux trouver comme vraiment n'importe où. Là, c'est super facile à voir. Je vous rassure, on ramasse pas ça sur le bord des chemins ou là. On fait un pied quand même dans la forêt. Là. Ouais, il y a des gens payés qui les ramassent puis qui nous les vendent. Bon. Mais ouais, c'est ça. Fait que pour le monde des bières, on avait fait cette bière-là qui s'appelle la spéciale du chef, qui est encore disponible d'ailleurs dans ces magasins-là. Je vous conseille d'aller celui Marine Incarnation. Il y en a en tabarnouche. C'est la bière. 5. Ouais. 5. Ben, de la spéciale du chef, là, il y en a beaucoup. C'est en fait David, que je salue, s'il nous écoute, qui est vraiment un tripeux de cette bière-là. Fait qu'on l'a fait un peu pour lui. Puis il était bien content, fait qu'il en passe. Si vous en voulez goûter, allez-y, c'est un bijou, un vraiment petit bijou. Un spécial du chef, il y a comme un raton laveur avec un chapeau de cuisinier dessus. Ouais, c'était très cool. Puis c'était une bière qui était justement... quand on parle d'une lager, on s'attend comme à une petite bière de soif bien mollo. Là. C'est souvent ça qu'on va avoir comme... Je vais dire préjugé, mais là, d'ajouter des épices, ça donne vraiment un côté funky. Fait que ça donnera des produits qui sont vraiment, vraiment flyés. Puis... hors de l'ordinaire et on n'en a pas assez de ces produits-là. Ben regarde, on va en faire d'autres si tu le demandes, JP, ça me dérange pas. Écoute, on a beaucoup de nord-est, mais calice, c'est pas mal, hein? On a beaucoup de nord-est dans les magasins, mais c'est bien beau. C'est un bon point que tu amènes, en fait, quand tu parles de la nord-est, parce que on veut pas nécessairement... On n'est pas une microbrasserie qui va dans ces créneaux-là. Ben, comment on se... Ben, je te laisse finir ta phrase, excuse-moi. Ben, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que vous ne trouverez pas de New England IPA, vous ne trouverez pas de Pastry Stout chez nous. C'est pas des styles qu'on affectionne particulièrement parce que généralement, c'est pas des styles qui sont faciles à marier avec des plantes. C'est déjà des styles qui, de base, sont très goûteux. Fait que nous, on va y aller dans des styles un peu plus légers. Beaucoup de bières belges qu'on a, surtout dans nos séries barriquées. On traite beaucoup ces bières belges, lager, des blanches, on a un peu de tout. Là, on a vraiment un arbre assez large de ça.
les gauzes. Bon, fait que les barriquets, on a commencé dernièrement les barriquets. T'avais une question? Ben, en fait, j'allais dire plutôt comment on fait pour. Parce que, bon, tu sais, j'ai jasé avec les. Ben, évidemment, je l'ai parlé dans les 4 derniers épisodes, là. Et fait qu'évidemment, j'ai l'impression que je suis les repluguer gratuitement. Là. C'est vraiment pas ça le but, mais je les ai parlé il y a pas longtemps, mais les gars de Pibrac, qui, tu sais, on s'entend eux autres, leur angle, là, c'est vraiment pas d'accès là-dessus. C'est des spécialistes de bière belge, en ce qui me concerne. Entre autres, là, ils ont d'autres bonnes bières, mais. Ils se sont lancés dernièrement dans justement ce genre de style-là parce qu'ils me disaient ben on se le faisait tellement demander qu'on s'est dit on va le faire là, à un moment donné, on n'est pas plus cave qu'un autre, t'sais. Puis ça va se vendre, on le sait, puis il faut juste bien la faire. Puis c'est bien réalisé, c'est sûr que je trouve pas que c'est aussi bien réalisé que leur spécialité, Indeed. Puis j'avais un peu aussi une discussion avec Matt, que vous avez reçu d'ailleurs, de Coureur des Bois. Matt Lévesque, qui, tu sais, comme je me rappelle, il était venu faire un show à Cuisine Ludique à Québec sur Miran, puis il a fait une petite montée de lait, genre justement, c'est la Boréale à IPA du Nord-Est. Personne n'avait l'air de comprendre dans la salle, parce que c'est quand même des montées de lait de geek de bière, là, comme quelqu'un qui connaît pas ça, comme ça va, toi, s'énerver, c'est houblon de même. Mais tu sais, j'étais comme, je feel ce que tu dis. Mais c'est ça, tu sais, il n'y a pas. Puis, tu sais, il semblait dire, tu sais, que je comprenais que l'angle de leur brasserie, c'était pas d'axer là-dessus, mais là, finalement, ils en ont sorti une, probablement que la pression était trop forte. Donc, ma question est, crise de longue prémisse pour dire, de un, avez-vous beaucoup de demandes et comment vous gérez ça? Ben, en fait, oui. En fait, la demande est plus le marché, tu sais. C'est qu'est-ce que le détaillant va commander. Il va commander ce qu'il veut qu'il se vende, finalement. Nous, notre objectif, c'est d'aller ajouter un côté boréal à ces bières-là. Oui, on en a une IPA, mais une IPA rousse avec des plantes boréales dedans. On a des sessions IPA. On a des choses comme là, on vient de sortir une session IPA au chanvre. Fait que, on va tout le temps rajouter un petit côté funky, une petite plante, des petites choses comme ça pour aller vraiment chercher les gens qui veulent aller avoir un côté herbacé, un côté épicé. Pas juste faire une IPA pour faire un IPA puis écrire le double dry up, doublon qu'on met. Puis, je dénigre pas ces brasseries-là, mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller faire de quoi de différent. Oui, c'est sûr que c'est pour une clientèle niche parce que on n'est pas là pour vendre du hop comme beaucoup de gens aiment. Puis, tu sais, il y a beaucoup de magasins qui aiment beaucoup les produits qu'on fait parce qu'on est différent. Puis, tu sais, différent, premièrement, on est une coopérative, ce qui est déjà une mentalité d'entreprise qui est très différente. D'ailleurs, je voudrais aussi saluer au passage, je t'en ai parlé, Pibrac, qui sont des grands amis aussi, qui sont une coopérative. On a, il y en a énormément à Barberie à Québec. Là, c'est ça, exact. J'allais les nommer. Il y a un conglomérat, entre guillemets, de coop brassicole qu'on partage beaucoup les mêmes valeurs. Puis, c'est un peu dans l'optique de faire des choses green, mais écolo, pas green comme hoppy, mais green écologique. Conscience écologique, une conscience de l'égalité, une conscience du recyclage, parce que là, si tu veux qu'on tombe dans ce sujet-là, on peut le tomber. JP, je te vois venir. On est encore en bouteille. Ben écoute. Pour la majorité de nos produits. C'est pas quelque chose qui va être... nous, comment je pourrais dire ça? On veut beaucoup encourager la bouteille, puis on a déjà eu la discussion, je pense que c'était justement... Ben, en fait, je vais t'arrêter tout de suite, on l'aura tantôt. On l'aura tantôt. Je suis parti, tard, là. Je suis décollé. Non, ben c'est... je juste... garde ton idée, mais on va l'avoir tantôt. Donc, tu sais, ceux qui sont comme moi, Chris et le couple, c'est comme un peu prévu, en guillemets, qu'on l'ait tantôt. Parce que je suis bien curieux qu'on développe là-dessus. Puis, tu sais, que je sois pas comme... Parce que j'ai comme autre chose où je vais aller. Puis, ça n'a pas l'air de juste... parce que je veux qu'on développe bien cette idée-là. Donc, je te suis. Ouais. Je te suis. Mais oui, puis tu sais, les coops, en fait, honnêtement, ça va avoir l'air niaiseux, oui. Niaiseux, ce que je veux dire, mais... les microbrasseries qui sont des coops puis qui ont toutes ces valeurs-là, finalement, je trouve que ça paraît dans la bière. Ouais. Hein? Il y a plus d'amour, on dirait.
il y a plus d'amour, il y a plus de passion dans la bière parce que la personne... Tu sais, oui, je comprends qu'il faut qu'ils vendent quand même. Donc, tu sais, la Barberie, mettons, si on les prend, puis bon, on parlait de avec la Barberie aussi, ils ont leur New England IPA, puis ils ont foncé dans ce marché-là, puis ils le font bien. Je suis obligé de dire, ils le font très bien. Mais c'est pas au détriment de leur autre produit, tu sais, qui ont fait leur renommée, que les gens aiment encore, malgré tout. Puis ils mettent encore beaucoup d'amour dedans, puis là, tu sais, ils sortent encore des produits qui vont vraiment ailleurs, puis c'est cool. T'sais, une brasserie, bon, tu sais, toi, je sais que tu travailles encore là-dedans. Fait que, toi, c'est peut-être plus glissant. Moi, je suis rendu podcasteur indépendant. Je m'en torche. Fait que je vais les nommer. Mais c'est pas, ça sera même pas méchant comme tel, tu sais, mais. Tu sais, si je nomme l'Emporium, c'est une brasserie qui a starté vraiment avec un bel éventail de bières vraiment, vraiment, vraiment large. Beau branding aussi, j'aime beaucoup le branding. Beau branding, ouais. Vraiment cool. Très, très une belle brasserie. Puis honnêtement, le brasseur est fou, allié, c'est bon. Les pizzas sont... J'étais à terre, Chris, que les pizzas sont bonnes. Ah, oui. Mais tu sais, je me rappelle, dans la première année, quand j'ai été là, c'était très... il y avait beaucoup de styles de bière. Il y avait une New England IPA qui était bien content. Il me l'a montré. T'es comme, ouais, c'est cool. J'étais comme, bon, pas mon style, mais oui. Ça, la Goût. Ouais, exactement. Il était bien fier de ça. Puis avec raison, tu sais, dans le style, c'est bon. C'est pas le mien, mais je comprends que c'est bon. Mais je me rappelle très bien qu'il y avait une triple belge qui était brassée avec la Barberie. Puis ils en ont eu une aussi qui ont refait tout seul. Puis les deux étaient vraiment, 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 vraiment bonnes. Et Dieu sait que je suis vraiment piqué sur ces bières-là. Mais... nowhere to be found depuis 1 an et demi, tu sais. Ils n'ont jamais rebrassé ça, puis là, c'est juste New England IPA, puis une autre New England IPA, puis une double New England IPA, puis une triple New England IPA. Ah, OK, Pastry Stout, ça marche, mais Pastry Stout, Fait que je trouve ça dommage qu'un beau talent de brasseur comme ça, je dirais pas soit gaspillé, ça serait vraiment sévère de dire ça, puis ça serait quasiment méchant, mais je trouve ça dommage que, tu sais, il pourrait brasser tellement de belles choses différentes et variées. Je comprends que lui, tu sais, je veux dire, dans le fond, j'ai tort parce que lui, il fait de l'argent comme il aurait jamais fait autrement, tu sais. Ben, c'est ça. Je comprends. Quelque part, c'est ton travail, puis tu as une famille probablement à nourrir. C'est ça. Puis je le comprends à 100 000 à l'heure, tu sais. Puis c'est tout à fait normal, tu suis le marché un peu parce que tu veux vendre, tu veux faire ta place. Puis, tu sais, ils le font très bien en Emporium, ils font vraiment des très bons produits. Puis je pense que j'ai pas eu l'occasion assez d'en goûter. Puisque, bon, maintenant, il y en a de la bière, c'est dur à suivre. Là. Mais effectivement, c'est une clientèle différente aussi, on va se le dire. Là. Je pense que tu peux pas te permettre de t'éparpiller trop. Tu peux pas dire, non, c'est sûr, tu peux pas dire que tu fais de la bière funky. Je vais te donner un exemple. À l'affût. À l'affût, font des bières, c'est du barriqué, c'est du sauvage. Ça a sa clientèle en tabarnouche. Là, c'est clair. Emporium a sa clientèle, Messorem a sa clientèle, la Chasse-Peinte, on a notre clientèle. Puis Braque, on leur clientèle un peu comme toi. Bimor, on leur clientèle. C'est vraiment... Tout le monde a une clientèle cible selon les produits qu'il fait. Puis chaque microbrasserie, là, dans les 350 qu'il y a au Québec, chacun a sa signature. Puis ça, c'est tellement important. Là. Moi, c'est cool. C'est ce qui me donne le goût de voyager, en fait. C'est d'aller goûter les bières dans les régions, dans les villes, quand c'est possible, évidemment. Puis de faire, OK, tu sais, je comprends à qui j'ai affaire. Puis ce qui me fait le plus triper, c'est les microbrasseries spécialisées, tu sais, ils sont spécialisés dans quelque chose. Dernièrement, c'est incroyable, ça. Comme on parle, c'est incroyable. Beauregard, brasserie distillerie, ils sont fourrés de ces bières noires, des dry stout, des stouts impériaux avec pistache, latte praline, des barriquets bourbon, rhum, brandy, tout le kit, c'est fourré de là, tu sais, eux autres, ils ont vraiment, là, tu sais, sont nichés, là. Si t'aimes pas les bières noires, tu vas jamais rien acheter. C'est clair. Mais ils ont eu un flop discutable. Même il y en a qui l'aimaient, mais leur milkshake arachide. Je vous invite à écouter L'Âge de bière épisode 11 de la saison 3. On reçoit Cédric Johnson de Beauregard. Puis on en parle. Puis on parle aussi de la sauce choco. Puis on parle de toutes ces belles choses-là. C'est sûr que je vais aller... Je l'ai pas écouté, je l'ai pas vu passer. Je vais aller écouter ça assurément parce que je suis curieux de savoir ce que même lui aurait à dire là-dessus parce que je te dirais que ça a été un succès excessivement mitigé quand je travaillais au Monde des bières. Tu sais, moi, je peux pas dire que j'ai aimé ça, mais j'ai été content de l'essayer.
sais, comme nuance crissement importante. J'étais vraiment content d'essayer ça, mais c'était difficile. C'était raide à boire. L'épisode sort, en fait, si vous l'écoutez au moment de Bonne Raison de boire. Tu sais, ça sort aujourd'hui, ce qu'on enregistre, ça sort le 19. Ben, le jeudi suivant, là, l'épisode va sortir avec Cédric. Puis, OK, il s'en vient. Okay, ouais, il s'en vient, pas sorti encore. Okay. Bon. Ah, OK, c'est pour ça. OK. Puis, dans le fond, parce que là, on va en parler parce que c'était vraiment intéressant. Puis, on parle de la sauce choco, mais tu sais, j'ai vu ce qu'il voulait faire avec la sauce choco. Tu nous en as parlé, c'était quoi l'objectif derrière ça? C'est pas ce que ça a donné, mais il m'a montré ce qu'il était supposé faire, puis je le comprends. Tu sais, je suis comme, ouais, si un jour vous êtes capable de faire ça, ça va être mon gars. Mais autant que je vais t'avancer sur une question, je savais que ça allait déraper puis on allait zéro rester sur le sujet, mais c'est bien correct. Parce que bon, tu sais, clairement, je veux dire, tous mes respects à Beauregard, honnêtement. D'ailleurs, j'ai une des bières qui a probablement été un de mes stouts impériales préférés à vie, qui était ce qu'ils ont fait ils avaient mis dans la caisse de l'avant, qui était l'impériale, le Bourbon érable. Ah oui. J'en revenais pas. J'en suis pas revenu. Puis là, quand je l'ai revu dans les magasins la semaine passée, je pleurais quasiment. Je n'ai acheté rien qu'une parce que, bon, l'argent, c'est quand même pas donné. Mais c'est sûrement ce que je vais me déguster ce soir en fin de soirée. Là, je vais probablement pleurer. Puis ça a été vraiment bien réalisé d'ailleurs. Ils mettent de l'érable, mais aussi du sucre non fermenté pour garder le sucre de l'érable, pour pas que ça goûte l'eau d'érable, comme plusieurs bières à l'érable. Beaucoup de travail de fait derrière ça. Oui, vraiment. Puis ça a donné un résultat à ce col. Ça attend. Parce que quand je l'ai bu en janvier, j'en revenais pas. Mais puis il y a beaucoup de produits que j'adore d'eux, mais tu sais, un produit comme la sauce choco, je semble comprendre entre les lignes qu'ils ont essayé de quoi, puis c'est pas exactement ça qu'ils voulaient, mais comme à un certain moment, je comprends que t'as mis. Je suis comme déchiré entre t'as mis beaucoup d'argent pour faire ta bière, t'as fait une cuvée quand même d'une grosseur en tout cas, considérable, tu sais. Puis ça n'a pas donné ce que tu voulais, mais tu la sors pareil. Ben, des fois, ce qui se passe en sortant de la cuve, puis ce qui se passe dans la bouteille après, on peut pas nécessairement le prévoir. OK. T'sais, fait que lui, il aurait goûté, il aurait fait comme OK, ouais, ça vaut la peine, on en canne ça, parce que les autres en cannent simplement, puis ils ont envoyé ça. Tu sais, j'aurais des anecdotes à raconter avec la chasse-pinte de bière qu'on était comme ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? On va perdre un brassin au complet d'une bière barriquée. Ça marche pas, puis on a juste décidé de la laisser juste reposer 3 semaines. Puis on est tiré à la sauce là, vraiment beaucoup parce que d'habitude, c'est 1 semaine, 2 semaines, on voyait que ça donnait quelque chose, puis finalement, après 3 semaines, on a fait « Ah, yes, on vient de le pogner. » Fait que on l'a sorti. Puis ça peut prendre du temps, là, parce que, tu sais, veux pas, on va se le dire, la bière, c'est des êtres vivants qui travaillent là-dedans, là, la levure, puis tout ça. Des fois, c'est dur à prévoir, puis comment que ça réagit avec les ingrédients, puis tout ça. Fait que faut faire preuve de patience. Faut faire preuve aussi de, je pense, j'allais dire de diligence, là, mais de compréhension. Tu sais, comme quand tu rouvres une bouteille, puis que ça gauche, ben souvent, c'est pas prévu. Les personnes qui vont prévoir que ta bouteille volcanise quand elle rouvre. Là, non, c'est sûr. Ça arrive à tout le monde. Les bouteilles qui explosent, des canettes qui explosent. On l'a vu beaucoup dernièrement. Ils font pas exprès, là, les brasseries qui font ça. Là, mais bon, ça fait partie de la game. C'est la beauté de l'artisanat. Ben oui, effectivement. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, après, là, tu sais, je lance cette piste-là, mais évidemment, c'est encore plus ridicule quand t'as quelqu'un qui arrive en magasin et qui te ramène une bière à moitié bu, puis il est comme je l'ai pas aimé. Mais tu te dis, ouais, mais ça va faire partie de la game, mon chum. Il y a un peu ça aussi. Une bière qui est contaminée ou peu importe, là, je comprends. Là, tu ramènes ça, puis c'est bien correct, là, mais ça fait partie du jeu, n'est-ce pas? Oui. Excellent. Écoute, revenons à la gruite. Gros calice de détour. C'était sûr que ça allait virer de même. Bon, c'est sûr, puis c'est parfait, c'est un peu ça que je voulais de toute façon. Mais écoute, en fait, si je peux donner mes commentaires rapidement, puis après, écoute, je te laisse peut-être me parler du style plus en profondeur. Là. On n'a peut-être pas tout... on l'a couvert pas mal, mais j'aime bien, c'est vraiment... Ça se boit bien, c'est assez léger quand même. Somme toute, c'est un produit qui est assez léger à boire. Belle touche fruitée, puis une finale un peu épicée aussi, là, légèrement épicée, que j'aime beaucoup. Le petit côté poivré à la fin qui ressort bien, je trouve, puis qui va te plaire un peu parce qu'on se rapproche un peu d'une finale belge, là, le côté épicé poivré. Là. Ben, définitivement. Ça ressemble un peu à ça.
Définitivement. Puis, tu sais, vraiment, même une légère acidité, là. Donc, tu sais, je verrais un fan de bière sûre faire comme, OK, ouais, tu sais, ça peut l'amener vers autre chose. Des fois, que tu sais, quelqu'un qui boit juste de la bière sûre parce que ça goûte pas trop à la bière, ben ça peut être une belle porte d'entrée vers autre chose ou juste rester là. Dans le fond, c'est bien correct, mais élargir un peu les horizons. Puis, je verrais des fans de thé puis de tisane aussi. C'est ça, vraiment aimer ça. Définitivement. C'est une bière qui est très qui fit beaucoup avec le thé. Ben, en fait, le thé du Labrador qui est présent. Puis il y a beaucoup d'herbes qui sont utilisées là-dedans. Tu pourrais sacrer dans une petite poche pour faire un thé avec, puis ça serait génial. Là, c'est vraiment un peu, en fait, c'est un peu ça qui se passe quand on fait la bière. On infuse des herbes dans de l'eau. C'est ça. C'est ça qui se passe. Fait que c'est un peu ça aussi, mais les plantes utilisées sont vraiment c'est des plantes forestières, c'est des plantes d'ici, ça goûte le Québec, ça goûte la terre, ça goûte comme j'aime ça dire, ça goûte le chalet, ça goûte la fraîcheur, le petit côté sour qui est vraiment pas désagréable. C'est très léger, hein, ceci étant dit. Ouais, c'est pas un acide, c'est ça. On n'est pas dans la grosse Christie de Berliner Weiss qui goûte la sueur. C'est vraiment... Non. C'est juste un petit côté suri là, qui est juste tranquille en arrière, qui donne un petit kick. Puis tu sais, ce qu'il y a d'intéressant avec ces bières-là, puis c'est un peu fucké parce que le monde, tu sais, il y a bien du monde qui sont chiffres, là, puis qui regarde ça, là, les IBU, là, ben, ça n'a pas d'IBU, ça, en principe, parce que l'IBU, c'est un indice d'amertume créé par le houblon. Ben, exactement. Exact. Ça c'est ça. Puis, c'est ça. Je veux dire, des fois, les herbes, hein, de ce que je disais, les herbes peuvent un peu aller amener un petit peu d'amertume, mais très sommairement, beaucoup moins. Mais, puis, tu sais, honnêtement, ça goûte. C'est le genre de bière que j'aime bien parce que ça joue un peu avec la tête parce que ça goûte pas ce que ça a l'air, tu sais. Ouais, une bière de ce look-là goûte pas ça normalement. Tu vas t'attendre à un profil crissement maltais, tu sais, quelque chose de... C'est roux, c'est dans l'orange, mais oui, il y a une certaine rondeur dans cette bière-là. Là, c'est pas dry, mais pas pantoute. Là. Ouais. Il y a comme une certaine rondeur, mais tu sais, c'est une rondeur de... Ben oui, il y a un peu de malt, mais tu sais, c'est très herbacé, c'est très... c'est dur à expliquer, tu sais, parce que c'est assez unique en son genre. Très unique. Moi, tu sais, pour être très transparent avec toi, JP, j'ai pas goûté d'autres gruites. Tu sais, toi, tu as dit que tu en as bu une tantôt. Je connais 2 microbrasseries, 3 qui l'ont fait, en fait, dont une qu'il faudrait que je trouve, c'est la Micro du Lac de Saint-Gédéon qui l'ont fait une, puis ça, je me donne la mission de la chercher. Je sais pas. Parce que je veux vraiment comparer, tu sais, un crème, tu sais, c'est quoi la différence. Puis c'est pas les mêmes plantes utilisées, fait qu'il faut pas s'attendre à la même affaire. Là, on n'est pas le point de référence en gruite au Québec. Là. Enlevez-vous ça de la tête, là, c'est pas ça le but. Là. C'est que j'aimerais ça voir qui fait quoi d'autre. Tu sais, celle t'a parlé tantôt, tu m'enverras le nom, là, je veux y goûter. Là, tu sais. Ouais, ben, tu vois, je sais pas si tu avais une phrase à finir, mais je peux même t'envoyer ça. Tu m'enverras ça plus tard, pas de stress. Ouais, c'est bon. Moi, je décolle dans ce podcast-là. Je fais n'importe quoi. Hein? Les auditeurs le savent, sont comme, il est pas sérieux, il est pas sérieux, ce style-là. Mais, tu sais, regarde, je vais le faire là. Mais non, c'est vraiment intéressant. Puis, ce que j'ai aimé tantôt, que ce que tu as dit, c'est beaucoup avec les herbes, hein, selon où on se trouve. Bon, c'est un peu ce que j'ai trouvé aussi sur l'histoire de cette bière-là. C'est que ça variait beaucoup selon, évidemment, l'endroit où on se trouvait. On remonte à l'époque médiévale, hein, donc là, on remonte à il y a très, très longtemps. Mm-hmm. Mais c'est beaucoup selon où on se trouve, selon les saisons aussi, ce qui était disponible comme herbe. Puis, ce que j'aime de ça, c'est que ça veut dire que s'il y avait une gruite à ce moment-là qui avait été fait au Québec, parce qu'évidemment, là, c'était les Amérindiens, donc en tout cas, il n'y a pas de documentation comme quoi ils brassaient de la bière. Non, en fait, c'est les Européens qui ont amené l'alcool. Si on suit l'histoire, c'est en fait... Ouais, ben. C'est l'Europe qui a apporté l'alcool aux Premières Nations, puis les Premières Nations ont apporté le tabac. C'est comme un... Je sais pas si c'est comme un... On partira pas dans l'histoire. Je vous invite à l'écouter sur La Terre des Hommes, podcast de Jérémy Rivard qui parle de ça sûrement quelque part à un moment donné. Je l'aime beaucoup, Jay. OK, ouais. C'est intéressant, ouais. Mais c'est ça, tu sais, ça reste... c'est ça, tu sais, s'il y avait une gruite au Québec, au Moyen-Âge, ça aurait été quelque chose comme ça, tu sais, évidemment. Interprétation libre après, là, je veux dire, il aurait pu mettre n'importe quoi dans différentes manières de le faire. Tu me fais penser de quoi de drôle que ça a vraiment zéro rapport avec la bière, mais je m'étais déjà imaginé à un moment donné, qu'est-ce que ça aurait eu l'air si l'histoire aurait commencé en Amérique et aurait fini en Europe? Tu sais que tout le méthode médiéval, tu sais que tu fais comme inverser le continent dans l'histoire. Je m'étais déjà imaginé ça, puis je m'amusais dans ma tête à me dire, bon, tu sais, comment ça se serait passé? Je ferme la parenthèse, ça n'avait aucun rapport, mais tu me dis médiéval Québec, j'ai pensé à ça, puis j'étais genre, il y a de quoi à faire avec ça, il y a de quoi à faire.
Ouais, c'est vrai. Ça serait intéressant. C'est niaiseux, mais tu sais, c'est... Ah ouais. Ça serait-tu différent ou ça serait un peu, tu sais, more of the same, là, tu sais, comme... Ça aurait été sensiblement pareil. Moi, je sais pas si l'humain aurait évolué de la même manière. Je sais pas, on serait probablement plein de petits pays fragmentés comme en Europe au lieu d'avoir genre Canada, US, puis après ça, c'est ça, tu sais. Ah, ça c'est clair. Puis c'est peut-être justement de côté Europe réussi que ça aurait été juste 2 gros pays, puis that's all. Ouais, ça faire de même. Qui sait? La bière de la souche, en fait, c'est la Stoneham Beach. Stoneham Beach, ben oui, mais je l'ai vu en plus. Okay. Je pense qu'ils viennent de la ressortir, c'est ça. Ils viennent juste de la ressortir. Il me semble que je l'ai vu tantôt. Fait que voilà. Donc, si tu vois ça, ce serait... En tout cas, l'année passée, j'avais pas capoté. Mais tu sais, ce qui est merveilleux du monde des microbrasseries, c'est que ça change souvent. C'est impossible à suivre, finalement. Ça, c'est une lame à double tranchant. Tu sais, au petit trip, c'est la microbrasserie, mais tu peux pas tout goûter parce que ça évolue trop vite. Ben exactement. Parce que je vais juste brancher mon sel. Excusez le monde, ce style-là, ça fait pas sérieux en tabarnak, mais j'ai comme un message comme batterie faible. Je fais ouais, faudrait pas. Fait qu'on va juste s'arranger pour que le fil revienne dans la caméra. Gars, ça marche-tu bien ce podcast-là? Yes, beau. sir. Cool. Écoute, au niveau de... Ben, en fait, on a un peu spoilé l'histoire, en fait. Donc, au niveau de la gruite, qui est une bière, finalement, qui a pas été... qui était fait au moment où les houblons n'étaient pas utilisés. Était probablement inconnu finalement, donc on ne savait pas l'existence et ou leur propriété de conservation, parce que rappelons-nous que les houblons à l'époque c'était pas tant pour le goût plus que pour conserver. C'est ça. Et en fait, ce que j'ai retrouvé finalement dans l'histoire, c'est que bon, les composantes principales des gruites à l'époque étaient le méric baumier, donc qui est une plante qui est assez aromatique, qui va donner un profil un peu sucré, une légère amertume, très légère, puis un côté un peu épicé. Donc on peut retrouver finalement au niveau de la finale poivré, j'imagine, probablement édu un petit peu et ou en totalité à cause grâce à cette plante plutôt. Et puis, en fait, on utilisait beaucoup ça. En fait, plus tard, on a passé au blond parce que là, en fait, on voulait brasser des bières. Si on lit entre les lignes, là, on voulait brasser des bières. On voulait de la bière en juillet, finalement. Mais tu sais, brasser une bière quand il fait 45 degrés, les levures, ils pognent pas bien. À un moment donné, ils arrêtent de travailler. Fait qu'on brassait ça plus tôt dans l'année, en mars. Là, on a fait comme yo, shit, les houblons, ça conserve, génial. Puis ça se rendait jusqu'en juillet, puis on adorait ça, puis on pouvait boire de la bière en juillet. Fait que voilà, c'est ce que j'avais un petit peu comme histoire. C'est très. Très sommaire. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Écoute, c'est quand même assez... je pourrais pas te dire c'est quoi les premières... D'où vient le houblon, par exemple? Ça, tu le sais-tu? Je pourrais pas dire. C'est sûr que tu sais, avec la fameuse histoire de l'IPA, on dirait que j'ai comme tendance à dire l'Angleterre, mais c'est probablement pas ça. Ce serait comme trop facile, me semble. Je sais pas. Ça faudrait se pencher là-dessus. Ouais, vraiment. Oui, effectivement. Ça serait. Mais non, je pense que ça résume bien. Là. C'est quand même, on va le dire, c'est un style ancestral. C'est les premiers types de bières. C'était comme ça qu'ils les faisaient. Ben, pas comme ça, mais c'était sensiblement le même concept. Reproduire les bières de l'époque. Regarde, aujourd'hui, on a des moyens industriels pour le faire. C'est pas comme. Tu fais pas ça dans ton gros tonneau de bois puis tu brasses ça pendant 45 minutes. Puis tu sais, c'est pas la même game. Mais puis aujourd'hui aussi, c'est plus stable, moins de danger d'infection. Tu sais, il y a quelque chose de il y a le côté sanitaire qui embarque, qui fait qu'on a des produits qui sont plus safe à la consommation. Évidemment, je mets un guillemet là-dessus parce que trop de consommation, c'est jamais safe. Mais ben voilà, tu viens de passer un message là-dedans. Tu vois, c'est ça une bonne raison de boire. C'est tout le temps il y a un message, il y a un message en arrière pour que tu sois mieux dans ta peau. Tu comprends? C'est ça. C'est ça le podcast. J'y ai dit avant le podcast, j'ai dit, ça a été mieux d'avoir un message positif parce que moi, chier sur ton podcast, ça verrait ce qu'il n'y aura pas assez maintenant. Mais voilà, donc. Parce que j'espère que ça donne un goût aux gens de découvrir ce style-là qui est très niche. Écoute, présentement, la seule que je connais qui est disponible pas mal à l'année, c'est celle de Chasse-Pinte, la Petite Chasse. Donc, dans mes 2 expérimentations, c'est celle qui sort le mieux. Puis c'est pas pour chier sur la souche, hein, évidemment. Ceux qui ont écouté ont vu la semaine passée que je suis complètement bandé sur leur 10e avenue. Là. Fait que ça se peut qu'il y ait une bière qui me plaise moins. Mais voilà. Aurais-tu quelque chose à rajouter sur Chasse-Pinte? On a quand même parlé un peu en long et en large.
Non, ce ben, soit... pour rappeler que Coopérative fait des bières biologiques. C'est pas... si jamais vous pouvez, en fait, passer dans la jolie région du Bas-Saguenay à L'Anse-Saint-Jean. Pour ceux qui sont pas trop calés en géographie, L'Anse-Saint-Jean, c'est entre Chicoutimi puis le fleuve. Donc, il y a un traversier entre Saint-Siméon puis Rivière-du-Loup. Bon, ben, c'est à peu près en mi-chemin entre le traversier puis Chicoutimi. Donc, tu sais, c'est un peu... C'est un beau coin, c'est dans le fjord. C'est dans le fjord du Saguenay, fait que c'est très rocailleux, c'est très des collines, c'est très, très beau en passant. Puis l'été, dans le fond, la chasse-pinte, on a un bistrot qui est ouvert. Éventuellement, on aimerait ça être capable d'ouvrir à l'année. Mais pour l'instant, c'est saisonnier. Puis là, bon, il y a de la rénovation qui se fait. On va avoir une grande terrasse immense, une boutique. Vous pouvez venir consommer des bons repas et de la bonne bière. Il y a beaucoup de produits, évidemment, qui sont disponibles seulement sur place, qu'on en bouteille ou qu'on en canne pas. Ça reste toujours. Fait que voilà. Donc, c'est pour les amateurs de bière avec un petit côté plantes, fruits, fleurs. Côté aussi vert, là, pour nous, c'est important comment on gère l'entreprise pour avoir le moins d'impact écologique possible. Fait que tout cet aspect-là qui vient embarquer là-dedans, très proche de la nature. C'est tous des gens qui trippent beaucoup bois, qui trippent sans être nécessairement des bûcherons ou des fermiers. C'est des gens qui aiment la nature pour ce qu'elle apporte. Fait que, puis ça se traduit dans nos bières avec les plantes utilisées. Maintenant, on fait des bières barriquées. Fait que, comme notre dernière qu'on a sortie, c'est participe passé, 3e itération. On a mis de l'Amérique Baumier là-dedans avec de la Bretonne 2016. On a un petit côté mentholier à la fin de gomme d'épinette. C'est très, très bon. Je t'en avais-tu laissé une? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. On dirait que je file pour comme me dépêcher à finir elle, que j'ai le temps d'ouvrir elle, puis je donne des commentaires live. De toute façon, il reste comme 2 segments puis qu'on peut comme s'énerver comme du monde là, puis déraper bien gros. Mais ouais, c'est ça. Parce que d'ailleurs, tu me disais que si jamais tu finis cette bière-là, que tu vas en prendre un autre, vas-y fort. La seule condition, c'est que tu nous montres c'est quoi. Ouais, je l'ai déjà fait, en fait. Ça va être la Bruine. Ah, c'était elle. OK, bon, OK, excellent. Excellent. Fait que c'est ça, fait que je vais essayer de clencher un petit peu là, celle-là pour on pouvoir... l'a pas dit, la petite chasse, là, mais c'est quand même léger. Tu parlais de légèreté, mais on est juste à 5,2% d'alcool aussi. Fait que c'est une bière qu'on est capable de s'enfiler un après-midi sans trop de stress. C'est pas... on n'est pas... Ben de base, à la chasse-pinte, vous ne trouverez pas des bières hyper alcooleuses, à part nos barriquets souvent qui vont jouer dans 7-8%. Où on a fait une fois un vin d'orge qui était un petit peu plus hardcore, mais un vin d'orge, il faut que ça soit... Ben, ça se veut, c'est ça. Sinon, c'est pas intéressant. Mais non, c'est ça. On est dans les bières légères, on est dans les bières biologiques, les plantes. Puis les plantes, on les retrouve sur les bouteilles, sur les canettes aussi, souvent. T'sais, on a un visuel de quoi ça a l'air. La petite chasse en donne un bel exemple. On a toutes les plantes qui sont dessinées dessus. On les voit dessus. Fait que si vous voulez les googler ou whatever, vous avez une idée de quoi ça a l'air. Écoute, ça fait le tour. Je pense que ben c'est ça. Venez, si vous pensez cet été, vous êtes de la région, que vous avez le droit de sortir de la vôtre. Ouais, c'est ça. Hein. Ça va être ça le défi. Ça va être ça le défi en gris. Ouais. Mais non, c'est ça. D'ailleurs, parlons-en rapidement, là, mais j'imagine qu'à L'Anse-Saint-Jean, ça doit être assez tranquille de ce côté-là. Ça se vit comment? Parce que moi, je suis tout le temps... T'sais, évidemment, on met beaucoup d'emphase sur Québec, Montréal, les grosses villes, parce qu'évidemment, c'est là que les gens sont condensés. Naturellement, je suis tout le temps en train de parler du COVID, OK? Mais c'est rien que ça qui se passe, je te dis. On va arrêter de vivre dans le début. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je me dis tout le temps de régions, tu sais, mettons, je pense tout le temps à la Gaspésie, tu sais, qui est super loin. Ils doivent se dire comme, pourquoi qu'on fait ça s'il n'y a rien? Ben, surtout l'hiver, tu sais, il n'y a rien. Puis tu sais, c'est un peu comme, on le voit, là, mais tu sais, tous mes amis, ma famille, la région de l'Abitibi, c'est un peu la même affaire. Ils sont éloignés. Ben, c'est vrai, ouais. Les cas sont pas... Tu sais, oui, le variant qui arrive, oui, il y a des petites éclosions, mais tu sais, c'est jamais intense comme... toi à Québec ou les gens à Montréal, tu sais, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à part dans les plus grosses villes, entre guillemets, là, bon, on parle de Chicoutimi, Alma, tu sais, à part ça, quand tu tombes à l'Anse-Saint-Jean, c'est très rural comme endroit. Fait que oui, c'est plus isolé. Fait qu'effectivement, il y a moins de cas, mais ça veut pas dire qu'il faut faire moins attention. Hein, parce que on va se dire, si quelqu'un le pogne, le village au complet le pogne. Hein. Ben, c'est ça. Fait que les gens sont-tu blasés ou tu dirais que dans ton coin, ça serait dur de. C'est sûr que ce serait bizarre de dire que non, mon village, c'est des hosties de morons, mais
Sommairement, ils ont-tu l'air de quand même embarquer puis ils comprennent. Parce que, Oui. en fait, je vais parler d'eux, mais c'est même pas méchamment, mais comme en Beauce, là, présentement, il semble avoir un problème d'adhésion aux mesures, mais de 2 à la vaccination. Fait que, comme ça semble être. Il y a quelques endroits. C'est sûr, c'est pas. Je dirais pas que c'est généralisé, mais ça semble être une région problématique un peu sur tout, là, c'est peut-être une genre de région qu'on va avoir de la misère à dire c'est fini. Ouais. Parce que les autres, ils vont comme tarder un peu. Donc, ça se passe bien, je te dirais. Ça se passe bien, ouais. La première et la deuxième vague, on n'a pas eu beaucoup de cas. Fait que, je te parle de connaissances parce que je ne réside pas encore à L'Anse-Saint-Jean. Quand je dis pas encore, c'est que je déménage au début du mois prochain. OK, cool. Fait que, mais tu sais, ça reste que c'est un village l'hiver de 2000 personnes. C'est petit. Mais l'été, C'est par petit. exemple, avec les chalets, avec les touristes, avec ça, c'est. Il doit y avoir du monde en faire. C'est ça, ça explose. Mais c'est très touristique, puis ça vaut la peine de passer l'été, venir faire un petit tour, puis faites juste respecter aussi les résidents puis les mesures sanitaires. C'est très important pour nous. On a la chance aussi au bistrot d'avoir un grand terrain, fait qu'on a pu étendre notre terrasse pour recevoir une plus grande clientèle. Fait que on a cette chance-là, puis c'est vraiment beau. Là, je parle de ma patrie, là, je parle de mon coin, mais c'est débile raide le décor qu'on a au bistrot. Là. Les montagnes du fjord en arrière avec les chutes, puis la rivière, là, c'est fou raide. Là. Emmenez vos enfants, il y a de l'espace en masse, c'est vraiment hallucinant comme place. Puis, moi, il n'y a rien qui me fait plus triper que l'été que d'aller m'écraser sur la terrasse en après-midi et aller travailler là, ben chill avec un verre. C'est un autre monde. Là. C'est vraiment relaxant. C'est apaisant comme endroit. Puis il fait beau d'y respirer. C'est une place. En tout cas, moi, quand j'ai visité l'appartement pour déménager là-bas, j'étais comme pas sûr. Là, je vais m'éloigner. Je vais être d'un village. C'est pas proche de Chico. Mais quand je suis arrivé à la place que j'ai visité l'habitation que je vais aller, et j'étais genre, oh wow, man, la vibe, là, tu sais. La vibe, wow. Tu sais, il y avait rien, mais la vibe, tu sais, je chantais Là, ça fait un peu... j'ai de l'air de parler de comme spiritualisme, tout ça, mais non, mais tu le sens, une place qui... Non, mais je comprends tellement. Une place que tu files bien. C'est vraiment important, puis pour vrai, ce que je suis en train de me dire en ce moment, c'est comme, je pense que je vais essayer de passer comme quelques jours là-bas cet été, parce que l'été passé, on était à la baie, moi et ma copine, on s'est loué un Airbnb là-bas. C'est pas bien loin. C'est pas très loin, effectivement. Puis c'est super cool, là, on était genre sur le bord du... à la baie, c'était pas tout à fait au lac, là, mais en tout cas, tu sais... Non, c'est dans le Saguenay, en fait. C'est là, tu viens de blasphémer là, une coupe. Non, je sais. Hey, je vais te conter une histoire, là. J'ai un numéro, en fait. On dirait que Saguenay, c'est comme mon go-to pour les destinations vacances, là, mais il y a 1 an et demi, en tout cas, bref, 2 ans, mettons, j'avais été à Saint-Nazaire, au Saguenay, puis j'ai un numéro d'humour là-dessus, tu sais. Puis moi, je disais à Saint-Nazaire, au Saguenay. C'était comme ça dans mon numéro, comme Saint-Nazaire, au Saguenay, Saint-Nazaire, au Saguenay. Puis j'ai dit ça comme 6 mois de temps, là, genre, puis personne me gossait avec ça, puis ça allait, tu sais. Puis à un moment donné, je m'en vais faire l'open mic, là, ce qui est pas un show de malade, mais tu sais, au Bordel Comedy Club, tu sais. Ouais. Qui est comme la place que, tu sais, même si c'est un open mic, tu veux que ça aille bien au Bordel, parce que c'est le bordel. Ça reste le bordel. Ça reste le bordel, fait qu'à un moment donné, je rentre ma ligne, je suis comme là, je vais à Saint-Nazaire au Saguenay, puis il y a un gars dans le crowd qui me école, genre, c'est au lac Saint-Jean, puis là, ça se met à rire, je suis comme... Ah, mon tabarnak. Genre, la place qu'il fallait pas que je me fasse pincer, je me suis fait pincer tout de suite. T'as été malchanceux parce que les chances... J'ai été malchanceux. J'ai réussi à le reprendre en faisant comme tu savais à quel point je m'en calisse. Vu que j'étais à Montréal, ça a bien passé, mais ça au Saguenay ou au lac, ça aurait jamais passé. Tu sais où la ligne. Ouais, c'est ça. Je la sais pas encore, mais je sais très bien que la baie, c'est pas dans le lac, là, mais c'est pas au lac, mais... Bref, c'était super cool. C'était comme sur le bord de l'eau, finalement. C'est un peu ça que je voulais dire. Ouais, ça le dit. C'était où la baie? C'est la baie du Saguenay. C'est ça. C'est où la baie? Là, finalement, je sais pas pourquoi je cours après mes mots de même. Il y a quand même un truc facile. Si on regarde la carte, il y a le lac Saint-Jean puis la rivière Saguenay. C'est ça la distinction. Ce qui est autour du lac, c'est le lac. Puis ce qui est au long de la rivière Saguenay, c'est le Saguenay. Grosso modo, c'est ça. Ouais. C'est pas mal ça. Ouais, effectivement, bon point. That's it, c'est simple de même. That's it, c'est ça. Mais bref, fait que c'est ça, on dirait que ça fait ça fait 2-3 ans là, que c'est mon go-to. Puis là, tu vois, ça pourrait être encore une fois une place de même. Tu me diras, tu vas avoir un endroit pour vivre et dormir.
Ah ben, voilà. Ça me fait Écoute, plaisir. ça serait génial. Mais j'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Et 2 fois, ben, c'est pour ça que je suis retourné Comme, en passant. Comme Pas mal ça. j'ai promis à Elliot, anciennement du domaine Bertillon, moi je dis si tu viens, c'est une brosse sur mon bras. Ah, ben oui, c'est vrai, tu m'as dit ça. Mhm. Ah, ben juste pour ça. C'est juste pour ça. Juste pour vomir de la bière de chasse-pinte à la fin de la soirée. De la tripelle bien raide là, dans le fond Eh de la boy. gorge. Hey, sais-tu quoi, parlant de tripelle? Je sais pas si tu vois ce qui se passe. Non, là. non, t'as fini ton Fait que verre. on va prendre un baby break en fait sur là, je sais pas s'il y a du monde qui écoute sur Patreon, je sais pas s'il y en a encore qui écoute. Ouais, j'ai à peu près 5 auditeurs actuellement, 5 Patreon qui sont là. On le fait un peu plus de bonheur que notre épisode normal. Fait que il y en a qui souffrent, ok. qui ont des enfants, il y en a que tu sais. Cool. Eh ben merci d'être là. Mais écoute, on va les saluer en revenant. Fait que juste me donner un cue pour le montage, parce que là, évidemment, ce bout-là restera pas sur le podcast. Là, je suis lousse, mais Chris, pas tant que ça. Fait que m'a clapé des mains, m'a clapé, mais m'a revenir. Fait que ça. Je sais pas si tu comprends, là. Ok, check, ben, m'a parlé à mon monde, là. Je sais pas si tu comprends que. Genre, ça va être comme de la magie. Tu sais, quand on dit la magie de la TV, c'est direct là qu'on va le vivre, ok? Fait que check, ben ça. 1, 2, 3. Ouais, hey, C'est bien fait, c'est c'était bien cœur, hein? Hey, là, non, mais là, tout, t'es comme, ben voyons, ça y a donc bien pas pris de temps. Je n'y ai vu que du feu. Ben, c'est ça que. On avait jasé 10 minutes entre les deux, tu sais. Hey, ben, écoute, on est de retour avec une bière que tu jasais tout à l'heure. Ouais. Eh bien, la voici. Hein? On va poursuivre avec la chasse-pinte. Ça dit ce que ça a à dire, finalement. Hein? Ouais. Il y a une belle branche de sapin. Eh bien, c'est ça, en fait. Voilà. C'est le Parle-moi-en, ouais. Détaille-moi là. Participe passé. Participe passé, c'est une série de bières qu'on fait. En fait, c'est des tripelles vieillies en barrique. En barrique de chêne avec de la brette dedans. Mais les différentes versions, on épice avec différentes plantes. Puis celle-là, on a choisi le sapin baumier, évidemment, qui est quand même assez emblématique des arbres québécois et des plantes boréales. Fait que c'est essentiellement ça. C'est tripelle brette vieillie en fût de chêne avec branche de sapin baumier. Excellent. Écoute, oh mon Dieu, juste l'odeur. Tu vois, j'ai même pas mis mon nez proche de rien, puis ça a fait. Ça a monté à mon nez. Elle est très brette. Ah ouais? Oui, Ouais. ça sent ça. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Puis là, j'ai pas par cœur l'information, mais on est à combien de pourcentage d'alcool? 8,2%. Donc, un petit peu plus corsé, ouais. Ouais, ben tu sais, oui, mais un petit peu en deçà d'une triple normale. Une triple normale, on est autour de 9 souvent, là. Mais ça reste encore triple à mon goût. Parce que tu sais, des fois, il y a des triples belges, tu sais, j'en ai parlé. Puis ça, c'est comme mon running gag un peu, mais de la triple d'automne de Ciboire, qui est une triple belge, mais qui est à 7%. Puis tu sais, je suis comme, ouais. C'est une là, je reprends ça, mais c'est une simple belge, là. C'est une blonde belge normale, ça, à 7%. Ouais. Mais ça enlève pas le fait qu'elle est fucking bonne. Mais c'est pas une triple belge. Fait que là, j'arrête pas de dire comme elle est vraiment, vraiment bonne, mais c'est pas une triple belge, puis c'est un peu le running gag depuis la caisse de l'avant. Les noms de bières, on va se le dire, là, c'est quand même délicat comme sujet. Là. Ouais, exact. Mais tu sais, je serais curieux. Tracé super précis sur ben C'est des sûr. affaires. Il y a beaucoup de zones grises. Effectivement, mais je serais curieux de savoir en quoi sont arrivés ça, comme c'est une triple belge. Ça va être dans la quantité d'ingrédients qu'ils ont utilisés en fait, là, puis ça a voulu une triple, mais bon, elle n'a pas sorti avec un taux d'alcool espéré. Mais apparemment qu'elle elle semble très populaire, puis les gens qui l'aiment, fait qu'ils peuvent comme pas changer. Là, je vais m'avancer sur un sujet dont je ne suis pas certain, là, fait que mettez un bémol là-dessus. Je pense que le terme belge, dubel, tripel, quadripel, c'est la quantité de fois que ça a été fermenté. En fait, apparemment, non. Non? En fait, en lisant sur la quadruple belge, parce que ça a été mon dernier épisode, puis on m'a dit que c'était pas nécessairement ça. Plus que la quadrupelle, en fait, on l'appelle la quadrupelle parce que 4 fois plus d'ingrédients, donc 4 fois plus de malt et 4 fois plus de houblon. Évidemment, les houblons dans les Belges, c'est 4 fois 0. Il n'y a pas 0 houblon, mais tu sais. C'est ça, mais tu sais, comme en maths, 4 fois 0, c'est 0. Là. Fait que tu sais, comme c'est 4 fois. Pas l'atout principal, là, mais. Exact. C'est 4 fois pas grand-chose, mais reste que 4 fois plus de malt, par exemple, ça a tendance à goûter que le cul. Fait que, puis c'est ça, tu sais, avant, en fait, les Belges, ils qualifiaient ça un peu comme les forts, tu sais, les 1X, 2X, 3X, 4X, là, finalement. Là. Fait que c'est un peu ce principe-là qu'ils ont suivi. Donc, voilà. Donc, ben écoute, parlons-en rapidement.
À l'œil, ben écoute, à l'œil, c'est drette ça, là. C'est un beau doré translucide, là. C'est une triple belge. Fait qu'à l'œil, c'est réussi. Félicitations pour ça. La mousse, c'est une mousse très typique hein, de bière brette. C'est beaucoup ça, hein? Peu de mousse et qui s'estompe rapidement. Malgré qu'elle a un petit collet qui colle. Il est comme non, moi je m'en irais. Genre, le centre est disparu, mais. Le petit côté belge qui colle encore, puis t'as le brette qui est comme ouais, mais non, puis t'as le belge qui s'accroche. C'est ça. C'est un beau mix, mais vraiment le côté, il veut rien savoir de s'en aller. Il est comme non, moi je reste. Mais c'est cool, mais c'est ça, le Brett, souvent, ça produit peu ou pas de mousse. Là. Ça en est triste un peu. Mais c'est ça d'ailleurs, peut-être tu peux m'éclairer là-dessus. Est-ce que c'est parce que souvent les trucs Brett, c'est barriqué, là, c'est souvent l'un vient avec l'autre. Là. Ouais. C'est-tu plus la barrique qui fait ça, la maturation qui fait qu'elle perd un peu de ce kick-là, ou c'est vraiment le Brett qui n'a pas tendance à. Ben en fait, c'est on dirait que là, je suis pas brasseur, je suis pas technicien, je suis pas rien de ça, mais tu sais, observation, tout ce qui tombe dans l'acide, dans le suri, dans le lactobacille, dans le brette, tout ce qui devient un peu surette, généralement, ça va enlever comme, supposément que la mousse est créée par la protéine, puis vu qu'il y a beaucoup de sucres qui sont mangés par ces types de bières-là, ben ça créerait moins de mousse. OK, là... je parle semi à travers mon chapeau de ce que j'entendais à gauche et à droite, dont mon collègue Phil du podcast L'Âge de bière. Mais c'est pour ça qu'on va voir, par exemple, les Berliner Weiss, tu sais, zéro mousse, généralement. Ouais. Tu sais, puis quand tu dis brette versus barriqué, ben généralement, l'un va passer dans l'autre parce que la levure Brettanomyces, ça vit dans le bois. Tu sais, fait que ça prend un peu ça. Mais je pourrais pas te dire qu'est-ce qui cause ça. Mon brasseur Mathieu serait capable de me répondre davantage. Là. Moi, je suis vendeur. Hein. Ouais, ben non, c'est ça, exact. Oui, effectivement, on le répète, là, c'est pas qu'il est pas compétent, c'est juste pas le champ d'expertise. Ah, puis tu sais, comme je l'ai dit à l'Âge de bière, j'ai expérimenté le fait de brasser de la bière parce que quand je suis arrivé à la Chasse-Pinte, ils m'ont dit tu vas faire 2 journées de brassage pour voir c'est quoi. Et ça a complètement tué la magie de c'était quoi dans ma tête, brasser de la bière. C'était très désagréable. C'était ennuyant que le ça n'a pas l'air zéro le fun. Ça a l'air dur. Ça a l'air d'être zéro plaisant. C'est hyper complexe. Il faut que tu checkes tes températures. C'est une job d'usine, finalement. Bon, ouais, c'est clair. Très vulgairement, là, c'est une job d'usine. Tu plugues des tuyaux à gauche, pas à droite, tu mets des... C'est ça. Le bout de le fun, c'est faire une conception d'une recette de bière. Hey, on ferait ça, tu sais, dans le brainstorm, on pourrait mettre ça dans les barriques de vin qu'on a acheté, on pourrait rajouter ci, ça, c'est trippant. Là. Ça, c'est le bout que j'aime, tu sais. Mais l'affaire, concrètement, tu sais, je vous invite à voir qu'est-ce que ça a l'air si vous avez l'occasion de le faire, mais c'est plate. C'est pas le même buzz. Non, vraiment pas. Fait que j'aime mieux la boire, puis en parler. Oui, Chris, moi tout. Je regarde les brasseurs aller, puis je les envie pas du tout. C'est pas, ça me parle pas. Ça me parle pas pantoute. Puis gros respect à eux, hein, d'ailleurs. Ils travaillent vraiment fort. Okay, j'ai un peu qui pensent que c'est juste de faire je mets des levures, Non, c'est tough. C'est tough. C'est vraiment physique. Tough. Faut être sharp en tabarnache sur tous les détails. Puis il y a une grosse partie que j'ai remarqué, je trouve une parenthèse, dans l'étape du brassage, il y a une grosse partie, c'est pas quasiment majoritaire, là, qui c'est le nettoyage puis l'assainissement des instruments. Oui, c'est vrai ça. Pour éviter les contaminations, pour assurer la qualité de la bière, une stabilité, une constance. Il y a énormément d'efforts qui se fait sur le nettoyage puis sur l'assainissement des tuyaux puis tout ça. Puis j'ai été étonné de voir à quel point que c'est vraiment sévère. Puis justement, là, toi, tu as un bel exemple. Toi, tu bois une bière brette. Les brettes, c'est bien la pire cochonnerie qui peut se cacher puis infecter. C'est l'enfer à gérer. Tu sais, je parlais avec mon brasseur des fois, puis on parle de faire des bières brettes, puis à chaque fois, tu sais, c'est dangereux de jouer avec des brettes. Faut quasiment que tu as une queue rien que pour ça. Puis encore là, ça devient complexe. Je n'avais parlé justement à Pibrac. Comme vous autres, il me semble votre saison brette à l'eau, esti. Puis parce que leur saison, moi, c'est ma préférée, esti, de deux autres en général. Là, c'est elle que je bois de loin le plus, mais puis il était comme mais ça contamine tellement que comme ça vient dur après d'en revenir là, puis ça prend quasiment une cuve dédiée à ça, puis c'est de l'investissement là, fait comme puis probablement que leur crowd probablement que leur crowd boit pas ça. C'est dur de rentrer ça comme dans un crowd, de faire comme hey, vous aimez ça, hein? Mais comme on a de quoi qui goûte le cul de cheval.
Allez, je te jure, c'est bon. Mais un bon cul de cheval, par exemple. Un bon cul de cheval, tu sais, bien suintant, là, puis... Avec les Mais écoute, je vais commenter. C'est Chris que ça goûte comme rien que j'ai goûté dans ma vie. Ah oui, hein? Fait que vraiment, thumbs up, c'est cool. C'est vraiment cool. Une belle grosse acidité quand même pour une bière à 8%. Tu sais, il y a une belle rondeur, mais il n'y a pas cette touche-là sucrée de la tripelle qui vient habituellement. C'est remplacé par le gun d'acidité. Pas du gros sûr qui vient pogner ici, par exemple, là, mais une belle grosse acidité qui prend bien de la place. Là, tu vas me dire, c'est quoi la différence? Ben, c'est ça. Mais je sais ce que tu veux dire, parce qu'une acidité de lactobacille qu'on va avoir dans les Berliner puis une acidité de brette, c'est crissement pas en même game. Non. Puis celle-là est très acide brette. Tu sais, c'est le brette, il est là, le sauvage. Là, c'est de la levure sauvage. Mais tu sais, on est loin des dernières rouges Méquinac de l'affût qui viennent pogner des... Ça, c'est du gros... C'est de l'acétique, là, tu sais. C'est ça. C'est d'acide, là, qui est comme... Ça, j'ai de la misère avec ce type de bière-là. C'est limite acide à batterie. C'est le fun en dégustation séparé à 2-3. C'est le fun un peu à petite dose, là, mais tu sais, comme clairement 500 ml, impossible que je boive ça. Là. Je suis incapable. Là. Non. Mais ça, au contraire, c'est... Évidemment, il y a un petit côté un peu sucré, là. C'est pas juste de l'acidité, mais vraiment, il y a une grosse partie du sucré qui est remplacée par ça. Puis vraiment, il y a comme une espèce de petit lit du sapin baumier, hein, c'est ça, l'herbe? Ouais, c'est ça qui vient comme te transporter tout le long, là, puis on le goûte un petit peu tout le long, je trouve, le sapin, ce côté sapineux-là, c'est vraiment le fun. Sapineux, moi, ça me faisait surtout penser, en fait, ça crée un effet un peu mentholé. Tu sais, l'espèce de fraîcheur du verre, de l'aiguille du sapin. Là. Tu sais, c'est moi qui, quand je l'avais goûté, c'est ce que ça m'avait communiqué. Puis le background très boisé là, qui a bien ressorti également. Oui, effectivement, c'est ça. Ça vient bien se marier au fût de chêne. C'est un fût de chêne. Ce qu'on sait, c'était quoi? On le sait pas vraiment. Un fût de chêne. Ben straight, ouais. OK, c'est ça. Quand il y a eu l'utilisation d'un deuxième remplissage d'un alcool précédent, on le spécifie. On a eu notamment, je ne sais pas si tu les avais goûtés, mais on a eu la Rouge-Gorge qui était fût de chardonnay, qui était très, très bonne. On a eu dernièrement la Pause Tendresse, Tripel, Cassis, fût de brandy. Elle est là, elle est aussi dans le frigo, elle. Elle est encore là. Elle est solide, ça. Ça, c'était dans mes prefs. C'est vraiment quelque chose. Puis, tu sais, on le spécifie toujours. Puis c'est important parce que ça amène vraiment une couleur à la bière. Puis pas une couleur pigmentation, mais une couleur à saveur. Moi, je goûte les couleurs, puis je vois les saveurs. Je suis un peu de même. C'est tellement le fun. C'est tellement le fun, les trucs barriqués. J'aime plus la barrique que la levure sauvage, là, souvent là, dans ces bières-là. Mais il y a des affaires simplement barriquées, pas brettées, finalement. Là. Mais d'ailleurs, la Rouge-Gorge... Sainte-hostie de calice, cette bière-là, qui s'en passait des affaires là-dedans. Ah, c'est fou, hein? C'était hallucinant. J'ai jamais vu une bière aussi complexe. Je pense que c'est la seule... Honnêtement, elle qui était le plus proche de ça, c'était la... qui était proche d'une manière complètement différente. Là, okay? Je tiens à le spécifier parce que tu vas me dire que ça n'a aucun rapport, fuck you. Là, ça va être quasiment fâché. Un feeling similaire. Genre. Un feeling similaire de comme il y a tellement de couches de saveurs. T'sais. C'était celle de Collective Art qui était la Blueberry Chocolate Coffee Vanilla Sour. Qui était une affaire que quand j'ai acheté, j'étais sûr de ne pas aimer. J'ai hésité à l'acheter, puis c'est une de mes anciennes collègues qui a fait comme non, pour vrai, achète-le. Puis j'étais comme, non. Puis elle était comme, oui, tu l'achètes. Puis pour vrai, j'en ai racheté après. C'est bien peu dire, là. J'ai trouvé ça vraiment bon. C'est bien dosé, c'est bien fait, mais tu sais, il y a toutes ces couches-là de saveurs que tu prends à gorgée, tu dis, OK, là, j'essaie de trouver le bleuet. Ah, ben oui, je le goûte. Ah, OK, là, j'essaie de trouver le chocolat. Puis tu sais, vous, c'était... Attends, je vais essayer de la redire, là. C'était une saison rousse mi-sûre, affinée en fût de chardonnay. Y avait-tu autre chose? Il y avait une autre affaire, me semble. Non, ben ça fait c'est pas mal saison rousse, mi-sûre, en fût de chardonnay. Puis tu sais, comme quand tu te concentrais à goûter l'une de ces 4 choses-là, t'as goûté. Elle était là. Ouais. Pour vrai, tu sais. C'était dur d'écouter les 4 en même temps, mais... Oui, hibiscus. C'est ça, exactement. Hibiscus. Exactement.
Puis c'était clairement la bière la plus complexe, la plus étagée en saveur que j'ai bu de ma vie. C'était fucké à boire, mais c'était une expérience. Là, je vois les espèces de bémols apparaître dans la tête des auditeurs. C'est quoi une missure? Ben, ça le dit un peu. Ben, le missure, en à réalité... la limite, acidité, c'est pas super sûr, mais tu sais... Pour être un peu plus précis dans le technique, Ouais, c'est vas-y. que c'est un assemblage. Tu prends 2 bières, il y en a une que tu as fait surir, puis il y en a une qui est normale, tu fais l'assemblage. C'est tout. OK, je comprends. Fait que la saison Ok. rousse à l'hibiscus, elle a été faite 2 fois. Elle a été faite normale, puis elle a été faite suri. Donc, il y a l'effet de surette, puis on a juste comme blendé les deux. OK, je comprends. Ah, c'est cool. Ah, c'est bon à savoir, effectivement. C'est juste ça. Mais c'était cool. Honnêtement, c'était un produit funky du calice, là. Puis, tu sais, même, je vais le nommer, mais tu sais, Max, c'est du monde des bières qui est très difficile, qui est très sévère envers les brasseurs, souvent, tu sais. Puis, lui, il a un aspect très comme vendre un produit, puis très amateur, difficile, tu sais. Puis ça, il en a racheté plusieurs. Puis, tu sais, quand Max rachète une affaire, c'est le next level, là. Puis lui, il a capoté là, sur ce produit-là. Puis, Je me souviens quand j'avais fait, dans le temps qu'on peut faire des dégustations, au marché Centre-Ville de Chicoutimi, je voulais faire une dégustation. J'ai emmené 2 caisses parce que je savais pas si le magasin en avait, puis il en avait une. Puis j'ai dit à Pat, j'ai dit, Pat, je t'ai emmené 2 caisses au cas où. Ben, je les ai passées toutes les 3. Ah ouais. Ah, ok, non, c'est ça. C'est le genre de produit, des fois, qui est inattendu, mais vraiment qui ressort du lot, là, vraiment, vraiment beaucoup. Mais c'était cool. Là, j'ai des beaux souvenirs de cette bière-là, vraiment. Si vous trouvez ça rouge-gorge, là, faut y aller. Là, premièrement, si vous en trouvez, vous êtes chanceux en tabarnouche. Vous êtes chanceux, puis ben non, elle peut pas être si vieille. Elle a été maturée quand même, fait qu'elle peut te faire encore un peu. Mais, ça doit être assez bonbon après... après une couple d'années, ça peut être intéressant. Là, ouais. Ça va-tu revenir? On a-tu un scoop? Je pense pas, non. Non, je pense pas. Non. Hey, tu dis ça, mais il y a tellement d'affaires dans les barils, je pense pas. Ou peut-être. Je sais pas. Écoute, le chai, il est mêlé. Comme je suis pas tout le temps à brasserie parce que je suis pas encore résident à L'Anse-Saint-Jean. Je suis actuellement à Jonquière. Mais éventuellement, je vais pas avoir plus d'informations là. Mais peut-être. Ça serait cool. Peut-être. Passer le message. Je sais qu'il y en a une autre qui va revenir, mais je sais pas si c'est celle-là encore. J'ai pas l'information. OK. Moi, de mon côté, ma deuxième bière que je bois, c'est, je n'ai parlé un peu tantôt, la Bruine, oui. qui est une gauze à la berce, à la graine de berce, puis aux agrumes. Puis c'est une bière super estivale. On l'a sortie encore une fois, c'est une saisonnière pour cet été. Et là, je pense que ça va nous faire une petite transition vers notre prochain sujet. Elle est sortie en canette. Ben, c'est ça, mes hosties. Hein? C'est ça, hein? Ouais. Puis, parce que là, on va expliquer quelque chose là, à ceux qui écoutent. Là, parce que là, lui, il s'est présenté tantôt, mais ça, aucun fucking danger qui en parle, parce que lui, c'est un pro bouteille. Bon. Attends. Ben, en fait, je vais juste faire la prémisse, parce que là, j'ai fait ça à l'envers un peu. On a une question de la semaine, évidemment, comme à chaque semaine. On a déjà discuté de ça. Discuté de ça. Mais en fait, la question était comment fonctionne concrètement la consigne. Avant d'aller plus loin dans ce débat-là, tu sais, honnêtement, j'ai l'air d'avoir bien des positions, mais j'en ai pas tant. Là, je veux dire, je m'en crisse un peu à la limite, là, mais la consigne, qu'est-ce que t'en sais, mettons, pour les bouteilles? Donc, tu sais, moi, je peux déjà dire aux gens que les magasins entreposent des bouteilles et après ça, les distributeurs, souvent de bière, vont repartir, soit les distributeurs ou les brasseries telles quelles. Les brasseries eux-mêmes vont repartir, mais c'est eux-mêmes. Là, ouais. C'est ça. Mais c'est beaucoup les distributeurs parce qu'ils partent avec tout, puis il reste rien pour les brasseries, finalement. C'est un peu ça, l'angle. Mais après. Donc, moi, c'est ce que je peux dire, mais après. D'après ce que j'en ai compris, OK, puis là, j'ai pas de majeur universitaire en consigne. Le parcours d'une bouteille, OK, parce que la canette est différente. Le parcours d'une bouteille, c'est que moi, je te vends une caisse de bière et je te charge la consigne. Ouais. OK? Quand tu récupères des bouteilles qui m'appartiennent, le distributeur les reprend et moi, je te crédite la consigne. Ouais. OK? Bon. Après ça, moi, ce qui arrive, c'est que la bouteille, il faut que je l'envoie se faire nettoyer. Ouais. OK, bon. Elle va se faire nettoyer. Là, il y a un nettoyeur. Puis après ça, moi, je la rachète. Puis je la rembouteille. Puis dans le fond, là, les brasseries en recommandent finalement pour en avoir. Tout dépendant d'où ça vient. Okay. C'est ça. Ils sont nettoyés, ils sont désétiquetés. Il y a tout ce processus-là. Nous,
sur place, on fait ce processus-là de temps en temps. Quand on en reçoit, disons, des commerçants locaux, on les désétiquette, il y a des produits pour ça, on fait tremper bouteilles, là, puis bref, ça se nettoie. Puis après ça, on va les réutiliser pour les remplir. Mais tu sais, il y a un processus pour ça. On ne peut pas le faire en grande quantité, puis c'est toujours préférable que ça soit fait par des nettoyeurs. Il y a des gens, il y a des entreprises qui sont qualifiées pour ça au Québec, puis qui le font. Dans la ville de Québec, il y en a. Puis c'est un peu ça la différence. La canette, c'est une autre game parce qu'elle est détruite, elle est renvoyée. Moi, je te charge. Tu achètes une caisse, je te charge la consigne. Puis moi, cet argent-là, ça ne me revient pas nulle part jamais. Là. Moi, j'en recommande d'autres. Puis surtout que souvent, c'est maintenant, de plus en plus, c'est sont imprimés directement dessus. C'est plus des étiquettes. Fait que là, il faut que tu fasses affaire avec des entreprises qui impriment. Puis mais ça, c'est-tu... Ouais, vas-y, je te laisse finir. C'est un petit peu plus complexe, disons, que ça. Mais overall, c'est un peu de même, ça se passe. Un peu de même. Là, il y a énormément de détails que j'ai outrepassés. Ouais, non, évidemment. Mais si je résume, c'est un peu ça qui se passe. Parce que là, justement, tu parlais de l'impression... Est-ce que c'est vrai que ça serait les gros joueurs as la Bat Molson qui auraient chialé sur la manière que les bières de micro étaient étiquetées? Donc, certaines ont tendance à s'en aller vers ce genre de canettes-là comme toi, qui sont comme imprimées dessus, mais qui donnent une impression un peu translucide et qui, je vais être bien honnête avec toi, j'aime pas ça. Je trouve ça... Il y a d'ailleurs Trou du Diable aussi qui ont comme leur série plus temporaire qui s'en vont vers ça. Alors que, mettons, je vais prendre un exemple de Mélile qui avait vraiment un beau sleeve en plastique dessus. Les couleurs ressortent bien, ça pète. Alors que ça, il y a tant comme une espèce d'effet translucide. Il y en a qui aiment ça, OK? J'ai déjà jasé avec du monde qui était comme non, moi j'aime ça. À la limite, ça fait plus minimaliste, mais est-ce que c'est vrai cette histoire-là que c'est des gros joueurs qui auraient un peu chié dans le terrain des micros en chialant, mettons, à comme whatever fédération qui gère ça. Fait comme, mais il me semble que c'est pas cool. Pas à ce que je sache. OK. Moi, ce que je sais, c'est que les sleeves en plastique, c'est une loi fédérale. On n'est pas supposé utiliser ça. OK. Donc, quand on l'utilise, il faut demander une dérogation à chaque fois. OK. Au niveau de c'est compliqué. C'est compliqué, mais en même temps, je comprends l'utilisation du sleeve en plastique parce que tu te commandes des canettes, tu as tes sleeves, puis tu es flexible là-dessus. Ouais. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que pour répondre un peu à ton inquiétude sur le type de... Tu disais que c'était semi-transparent. Là, ça dépend vraiment de l'imprimeur. C'est vraiment différent. Tu sais, comme tout dépendant qui imprime la canette. Par exemple, je vais les nommer parce que je les aime d'amour. Eco Sessionals, ils ont vraiment une peinture sur leur canette qui est super opaque puis que c'est clair au bout. Tu sais, il y a comme il y a l'air d'avoir un primer blanc puis après ça, pouf, t'as la couleur. Tu sais, là, qui est un peu comme Grand Bois, si on veut donner un exemple. Là. Oui, c'est ça, exactement. Je sais que les autres sont imprimés, puis c'est pas mal, les couleurs ressortent bien. Là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est vraiment technique au niveau de l'impression. Okay. C'est simple. Dans le fond, quand la différence aussi au niveau de logistique, c'est que quand tu commandes tes canettes imprimées, ben c'est ça, puis c'est ça. Ouais, t'es pris avec, faut que tu les entreposes, puis si en reste après, tu peux pas. J'ai vu des microbrasseries, je vais pas les nommer, mais j'ai vu des microbrasseries rajouter des cibles de plastique par-dessus des canettes imprimées parce qu'il y avait trop des canettes imprimées, puis il fallait qu'ils passent d'un autre style de bière. Puis ça a passé les réseaux sociaux. Si moindrement vous l'avez suivi, vous les avez vus. Je ne vais pas les nommer, là, mais en même temps, j'ai compris. C'est correct, c'est ça. Puis ça prend de la place en sacrifice des canettes vides. Là. Ouais, c'est sûr que ça. De la place. Ça, tu sais, mentionnons qu'ils sont pas écrasés, hein. Sont pleines. C'est ça. Elles sont pas pleines, mais sont grosseur normale, là. Il n'y a pas toutes les brasseries qui ont nécessairement l'espace de stockage pour ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. OK, c'est intéressant à savoir. Puis d'ailleurs, canette ou bouteille? En fait, c'est une belle question. On a dû la conversation. Puis en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est le commerçant qui a le gros bout du bâton. Le commerçant boude généralement la bouteille pour les raisons de consigne, évidemment. C'est un peu plus chiant à gérer parce que là, il faut t'entreposer ça prend de la place. Tandis que ta canette, tu te l'écrases, t'as pas ce problème. Et d'espace aussi, hein, dans le magasin. Là, tu peux mettre beaucoup plus d'étagères de canettes que c'est plus facile de ramener un sac de canettes que des sacs pleins de bouteilles. C'est vraiment plus léger. Bon, ceci dit, le commerçant est en train de prendre... Il est en train de gagner là-dessus. Là, en tant que représentant, je le vois partout. Là. Non seulement il est en train de gagner sur le type de contenant, mais en ce moment, ce qui se passe aussi, c'est que
il y a même certains commerçants qui commencent à bouder des formats de canettes. Ils sont rendus difficiles à ce point-là. Bref, tout ça pour dire que la canette, ses caractéristiques désavantageuses, c'est que c'est un contenant à utilisation unique. Donc, une fois que j'ai utilisé ma canette, je dois la détruire. C'est malheureusement pas encore au moment où on se parle des produits qui sont fabriqués au Québec. Okay? Donc, on achète ça des États-Unis. On les remplit ici, pas de problème. Une fois qu'elles sont détruites, on les retourne aux États-Unis. On les fait refondre, on fabrique d'autres canettes et on rachète les canettes aux États-Unis. Différence que la bouteille, peu importe son format, va avoir une utilisation entre 10 et 15 fois. Les bouteilles sont fabriquées au Canada maintenant. Ils voyagent au Canada, même au Québec. Là, je prépare au Québec. Ils sont nettoyés au Québec, sont revendus au Québec. Donc, tu as la conscience de... Puis au niveau écologique, la bouteille gagne. Parce que fabriquer une bouteille dépense moins d'énergie pour la simple et bonne raison qu'une fois qu'elle est faite, tu peux l'utiliser 10 à 15 fois. Tu la nettoies avec de l'eau chaude et un peu de savon. J'utilise un peu de savon, mais il y a des produits pour stériliser ça. Ouais, l'assainissant, mais ouais. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est plus de gestion à déplacement. Il y a du monde qui dit, ouais, mais tu sais, les frais de déplacement, hey, fuck off, là, un pick-up plein. C'est un pick-up plein. Là, qu'il soit plein de bouteilles, plein de canettes. Là, en même temps, tu sais, contrairement aux canettes, si ton pick-up il part des States. C'est ça. Puis, tu sais, je sais pas si vous faites googler un peu comment ça fonctionne une aluminerie. Puis une place qui font fondre l'aluminium, vous allez vous rendre compte que ça bouffe beaucoup une empreinte écologique. Donc, la bouteille est plus écologique pour ça. Cependant, ce qui se passe en ce moment sur le marché, c'est que, puis c'est la raison qui explique pourquoi à la chasse-peinte, on fait un virement tranquillement vers la canette, c'est que la canette prend l'espace sur les tablettes parce que les commerçants préfèrent ça, et malgré une étude qui démontre que le client, lui, généralement, sans contre-calice. La bouteille ne disparaîtra pas complètement. Puis là, je parle pour nous, mais je pense aussi pour l'ensemble des microbrasseries, parce que les produits barriqués vont garder quand même, je pense, leur charme au niveau de la bouteille. Ben, tu sais, moi, quand j'achète un produit barriqué, brette, peu importe, un produit un petit peu plus, ne serait-ce qu'un peu plus funky, j'aime ça qu'elle soit en bouteille. Il y a un peu plus un événement. À l'affût, l'ont bien compris avec leur bouchon qui pop, là. Ouais. Unibroussia, à la rigueur, là, mais tu sais... il y a un petit événement de plus dans le fait de déboucher une bouteille, tu sais, qui est le fun. C'est sûr qu'en tant que consommateur maintenant, je suis strictement consommateur maintenant, tu sais, c'est sûr que je suis obligé de dire que toutes les bières, si elles sont en canette, sauf les bières funky, c'est quasiment un monde, je dirais pas idéal, là. Ce serait un peu absurde de dire ça, mais juste c'est un monde qui est plausible, qui est le fun. Mais faut quand même mentionner que tu sais, le commerçant là-dessus, j'ai été beaucoup du côté commerçant, hein, fait que c'est sûr que là, j'étais un peu biaisé là-dessus. Mais tu sais, dans un frigo de X nombre de pieds, ben c'est sûr que tu peux rentrer beaucoup plus de canettes, donc voilà. Tu peux laisser beaucoup plus de place à plus de microbrasseries, avoir un plus grand choix, puis être comme, yo, j'ai beaucoup de choix dans mon magasin. Mais c'est aussi que on se fait un peu harceler à la limite tous les bords de côté à faire comme, yo, rentre ma bière s'il te plaît, fait que en ayant plus de place, tu peux plus rentrer de bière s'il te plaît dans ton magasin puis faire plaisir à plus de monde, quitte à les débarquer après, mais au moins leur laisser une première chance. Mais c'est sûr que l'argument écologique n'est pas à négliger, donc si tu as une conscience écologique, la bouteille dans le fond. Tout à fait. Mais en même temps, en tant que brasserie, comme on disait un petit peu plus tôt, un peu faire référence à Emporium, au style plus trending, tu veux vivre, tu veux faire de l'argent, tu veux vendre. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de microbrasseries qui se tournent vers la canette pour la simple et bonne raison que sinon ils perdent du terrain. Fait que c'est un peu ce qui se passe chez nous. Chez nous, je ne dis pas qu'on perd du terrain, là, je dis juste qu'on subit un peu le marché, finalement. Actuellement, c'est nos saisonnières qui sont en canette, dont la Bruine. Tantôt, je parlais d'une session à pied au chanvre qui s'appelle « L'important n'est pas la chute ». L'important, c'est pas la chute, pardon, à référence à un film de Mathieu Kassovitch, La haine. Puis on a aussi sorti un Stout Nitro. Stout Nitro à la chicorée. C'est correct, vas-y, continue. Écoute, on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Ben ouais, on a sorti aussi ça, qui est notre premier Stout Nitro en canette. Puis ça faisait un bout qu'on voulait le faire.
On a fait le test puis ça a super bien sorti. Si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est super bon, super intéressant. D'ailleurs, toutes nos bières maintenant sont certifiées biologiques. Puis la Bruine, dans le fond, c'est la deuxième version. L'année passée, on l'avait sortie en bouteille 500 ml. Cette année, on la sort en canette 355 et elle est maintenant certifiée aussi 100% biologique. Cool. Ouais. J'ai hâte d'essayer ça, la Stout Nitro, par contre. L'incognito, il y a un fantôme dessus avec des lunettes de soleil. Cool. Comme la toune de Céline. Quand je vois ça, je vais essayer ça assurément parce que ça me parle quand même. On dirait que je suis comme de retour sur ce vieux style-là à la Guinness un peu, mais meilleur. Fait que là, j'en bois une coupe sensible. C'est un stout à la racine de chicorée. Qui est, dans le fond, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le café de céréales. Dans le fond, un café qui est fait avec de la chicorée, qui a le goût de café sans la caféine. Fait que nous, on utilise ça. Okay. Ah, cool. Ben, hâte de goûter ça. Ça sera essayé définitivement de mon côté. Donc, voilà. Donc, ben, tu sais, vous avez un peu les comment... quoi prendre comme chose. C'est sûr que comme consommateur, dis-je, c'est sûr que, tu sais, quand tu te promènes, tu t'en vas à gauche, à droite, la canette est peut-être un peu plus convéniente dans le sens où, à la rigueur, tu peux boire direct dedans, puis c'est plus pratique, plus petit. Ouais, c'est ce que je fais en ce moment, puis j'ai pas honte. Il y a quand même... Ouais, c'est ça, tu sais. Fait qu'il y a quand même ce côté-là. Si t'en vas au parc, à la plage, ben oui, la canette est plus pratique que de boire une grosse bouteille de bière 500 ml. Mais, tu sais, à la rigueur, ça se fait. Mais bon, l'expérience n'est pas pareil. Mais versons dans un verre, dans le fond. C'est toujours... c'est toujours le mieux. Toujours le best. Super. Bon. Fait que là, je t'avais demandé d'avoir une bonne raison de boire. Oui. Finalement, j'avais dit, ce podcast-là, ça pense pas qu'on va dépasser 8 heures. Finalement, on va se rendre jusqu'au bout. C'est ce qu'on peut faire. C'est ça qui va arriver. Ah oui, clairement. Parce que j'ai hâte de voir ce que tu m'arrives. Donc, mesdames, messieurs, la bonne raison de boire de cette semaine. Là, je viens de réveiller une couple de personnes qui dormaient ou qui étaient comme « Oh, c'est tranquille, ce podcast, ça va. » Putain de merde. Non, ça brasse, OK? Je suis beaucoup moins agressif dans ce podcast-là, tu vois. J'ai été au début, genre, puis là... Je me suis calmé, ça va. L'alcool commence à kicker, là, on est plus comme moi. Il y a un peu ça. Il y a un peu ça, tranquillement, pas vite, somme toute. Mais la bonne raison de voir cette semaine, c'est notre invité qui va nous la fournir. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que tu nous offres, qu'on puisse patiner là-dessus un peu. Je suis pas à jour dans tes émissions, pour être très honnête, fait que j'espère que tu l'as pas déjà mentionné. Mais vous savez, là, on est en avril, mais l'été s'en vient. Et qu'est-ce qui se passe l'été? Les terrasses ouvrent. Et actuellement, je pense que ça va être plus important que jamais. Puis la bonne raison de boire, c'est à l'ouverture des terrasses parce que ça va augmenter la capacité des bars et des microbrasseries à recevoir de la clientèle. Et ça, mon ami, c'est important parce que dans les temps qui courent, on parle de COVID évidemment, les restaurateurs, les pubs, les microbrasseries, ils en mangent une crise de volée. Fait que les terrasses vont permettre d'augmenter la capacité de recevoir les gens. Alors, ma bonne raison de boire, c'est à l'ouverture des terrasses parce que l'été, c'est cool. Boire de la bière sur une terrasse, il n'y a rien de plus magique que ça. Puis actuellement, en temps de COVID, ça nous permet de le faire un petit peu plus ou plus de gens permettent à le faire. Fait que shout-out aux microbrasseries qui peuvent ouvrir leur terrasse s'ils en ont une. Les autres, écoutez, c'est vraiment dommage. Puis on espère que vous allez être innovants. Puis je sais qu'il y a beaucoup de villes. Je vais donner un exemple. Chicoutimi, OK? Ils ont autorisé l'été passé, l'ouverture de terrasses dans la rue. Ils ont vraiment travaillé les lois municipales pour être capables de permettre aux restaurants des rues qui pouvaient le faire, d'ouvrir des petites terrasses comme ça sur le trottoir. Ils ont vraiment slacké sur les lois. Ça a permis à beaucoup de restaurateurs ou de bars ou de microbrasseries d'être capables de faire un peu plus d'argent. Fait que c'est pour ça ce soir que je lève mon verre, ma canette aux terrasses. Ouais, bonne idée. D'ailleurs, la ville de Québec aussi là-dessus, qui se trouve être une ville assez conservatrice, mais somme toute, je dois dire quand même donner certaines congratulations à Régis l'année passée puis d'ailleurs qui a été réitéré cette année, que tu sais, on peut boire, exemple, aux plaines d'Abraham. Ouais. Sans se faire écœurer, à condition d'avoir de la bouffe, mais tu sais, même lui, il était comme, regarde-toi du fromage dans tes poches, puis ça va, là, genre. C'est comme, c'est pour. Tu sais, même lui, il était comme, regarde, on joue avec la ligne, là, on fera pas chier avec ça. Puis même, là, il y a des. Je sais pas si c'est réglé,
Mais il y a des règles, en fait, qui vont peut-être permettre aux brasseurs de vendre leurs canettes à leur pub, finalement. Que toi, tu peux acheter la canette, arriver dans la rue et l'ouvrir dans la rue, tu sais. Fait que tu peux consommer ta bière en marchant, en chillant, tu sais. Puis ça serait la 2e année de suite, en fait, qu'ils feraient ça. Ils l'ont fait l'année passée. Puis là, ben, tu sais, ce qui se dit présentement, c'est comme... Tu sais, j'espère que ça va amener vers un changement de la règle. Que tu sais, que c'est pas parce que tu ouvres une canette dans la rue que là, tu fais un émeute, là, comme... C'est pas grave l'été d'ouvrir une canette dans la rue puis de boire. Tu sais, de marcher dans le Vieux-Québec avec ta petite bière, comme... C'est pas problématique en soi. Évidemment, il y en a qui vont exagérer, là. Toujours. Mais... Est-ce que c'est plate qu'une ville complète paye pour 4-5 morons dans l'été? C'est parce que c'est souvent ça qui arrive, là, finalement. Là. Je veux dire, même rentrer au Foot Locker sur Saint-Jean, je ne sais même pas si ça existe encore, le Foot Locker sur Saint-Jean, mais en tout cas, quand j'avais 19 ans, ça existait. Mais tu sais, même rentrer au magasin de Crocs sur Saint-Jean, Québec, avec une bière, tu sais, à la rigueur, là. En quoi c'est dramatique, là, tu sais, dans un quartier touristique de même, puis comme, tu sais, qui est vivant. En quoi c'est si grave? Ça ramène à un dicton anglophone que j'aime beaucoup qui s'appelle Don't blame the game, blame the player. Faut pas en vouloir au système, faut en vouloir aux utilisateurs du système. Ouais. Fait que s'il y a des lois comme ça qui sont slackées, qui nous permettent de le faire, ben c'est de conscientiser les gens. T'sais, c'est pas parce que y a une réglementation qui change qui permet de boire dans la rue dans ta canette que tout le monde faut qu'il verse sa brosse sur le trottoir puis tu te fasses ramasser parce que tu fais du grabuge. Mais le problème, c'est pas parce qu'ils le permettent, c'est les gens qui se le permettent. Ben, c'est ça, tu sais. Mais tu sais à quel point, à ce moment-là, tu peux juste comme envoyer quelques patrouilleurs, entre guillemets, à pied qui se promènent dans la rue puis qu'au pire, là, on délire en esti, là, mais tu sais, qui ont un CB puis que tous les commerçants sont reliés avec puis ils font juste faire comme moi, écoute... Alcotest. On a un trouble chez Crocs, les gars qui fait de la merde. Moindrement, la police rentre comme monsieur, est-ce qu'on peut vous aider? Bon, regarde, on va sortir. Puis, ils sont tout le temps disponibles proches. Fait que, pour les commerçants, c'est pas stressant parce que je peux comprendre que s'il y a aucune forme de sécurité nulle part, toi, comme commerçant, tu veux pas avoir du monde semi-sous dans ton magasin parce que tu veux pas gérer ça. Parce que gérer quelqu'un qui est en alcool, c'est infaisable. Et je le comprends. Mais bon, il y a des zones grises. Il y a des endroits dans le monde que ça se fait. Il y a des États aux États-Unis que tu peux boire de la bière dans la rue. Tu as acheté ta bière, t'es allé dans un bar, ils te servent ça dans un restaurant, ils te servent ça dans un verre en plastique, un verre réutilisable, whatever. T'as pas fini de la boire quand t'as fini de souper, tu pars avec ton verre, tu le finis, tu sais. Ben pourquoi pas, tu sais. Puis honnêtement, l'année passée, l'été passé, tu sais, temps de COVID, on cherche des affaires à faire. Puis à un moment donné, avec ma copine, on était, tu sais, il était genre pour vrai 10h30, 11h le soir, tu sais. Puis on se dit, on va aller marcher. Comme, tu sais, il n'y avait pas de couvre-feu, hein. On le rappelle, là, ça a l'air comme lointain, mais il n'y avait pas de couvre-feu. Déjà lointain. Ah, c'est fou, tu sais, quand on était jeune. Puis on avait été marcher, puis les deux, on s'était amené une bière, tu sais, puis on a juste marché dans le quartier Neuchâtel, tu sais. Quartier Neuchâtel, en principe, t'as pas le droit là, de boire dans la rue, c'est pas un parc, là, mais tu sais, il reste que. On l'a fait pareil, puis pour vrai, tu sais, on a fait évidemment aucun grabuge, on a juste bu une bière en marchant dans le quartier Neuchâtel, et pour vrai, c'était une des marches les plus fun de ma vie, tu sais. Juste pour le côté vraiment chill, de comme tu prends une bière, tu te promènes, on jase, puis comme. Il y avait vraiment de quoi de liberté, c'ti. Non, mais il y avait de quoi de nice là-dedans, de juste comme vraiment nice. Un vendredi soir, il se passe rien, mais comme on a fait notre activité, puis c'était ça, puis c'était tout, on est revenu, puis comme, tu sais, c'est ça. Je veux pas vous dire de faire des actes criminels, mais au pire, achetez-vous des petits livres de canettes Coke, puis crissez vos canettes là-dedans. Hey, j'ai tellement pensé c'est con, souvent, là. Mais ça, puis des tasses Tim Hortons avec un, tu sais... Ben, c'est clair. Tu sais, c'est ça. C'est que, à un moment donné, il fut un temps que les règles étaient vraiment lousses. Puis, je me demande à quel point ça. Il y avait beaucoup plus de méfaits à ce moment-là. Tu sais, il y en avait un peu plus, c'est sûr, mais à quel point? Ouais. Tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, dans on est souvent effort-effet. Comme on a fait beaucoup d'efforts pour restreindre, mais à quel point ça a été. Tu sais, les gens trouvent des manières de juste contourner les règles. C'est ça qu'ils font ultimement. Tu sais. Ben, en ce moment, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre l'économie. Puis cet aspect-là, on va dire,
délinquant. Tu sais, justement, les lois de terrasse dans les rues, boire sa bière dans la rue, c'est qu'à un moment donné, si tu veux pas que ton économie crache, il faut que tu élargisses un peu tes possibilités. Il faut que tu sois un peu moins sévère parce que sinon, tu sais, c'est là, non seulement la santé mentale des Québécois puis du monde, en fait, là, je parle du Québec, mais all around the world est fragile. Fait que, tu trouves des moyens comme ceux-là pour rendre ça un peu moins chiant. Surtout l'été. L'été s'en vient. Christy, si vous nous fermez tous les restaurants cet été ou vous fermez les bars, là, ça va être impossible, là, c'est ça, l'été prochain. C'est sûr que là, on suppose que tout le monde ont leur vaccin le 24 juin. Même, ils ont semblé devancer la date, là. Ah, OK. La date semble être même devancée. Fait que, même le 24 juin, j'étais comme Chris, son baldi, il annonce une première dose. Pas tout le monde on l'a dose, dit aussi, ça va être nice partout, sauf en Beauce. C'est ça. Mais les autres qui aillent chier, dans le fond. Là. Qui aillent chier. Si vous êtes en Beauce, vous écoutez en ce moment, allez chier. Va chier. Juste... Qu'est-ce que tu me colles? Déménage. Qu'est-ce que t'es comme, moi, je suis pas de même, mais va-t'en. Je sais pas qu'est-ce que t'attends. T'as une étiquette. On le sait. T'as une étiquette dans le front, là. Beauce. C'est ça. On le sait que c'est le même en Beauce. Je sais pas ce que tu crisses encore là. Va étudier à l'université. Faites quoi de ta vie, dans le fond? T'appartiens pas à ça. Arrive en ville. Surtout que la Beauce, grand consommateur de bière, donc tu sais... on déconne, là, on n'est pas vrai. C'est pas vrai. Des belles calices de micro, là, pareil. Mais non, mais pour vrai, tu sais... en tout cas, tu sais, j'ai semblé comprendre que même la date serait devancée, mais reste que après une première dose, on 90%, suppose... supposément. 90% d'efficacité après la première. Ben, c'est ça, tu sais, ce qui est amplement suffisant, dans le fond. Tu sais, s'il y a assez de monde qui se font vacciner, ben, c'est réglé, puis on n'aura peut-être même pas besoin de penser à la deuxième, tu sais. Mais ça, on verra, mais tu sais, c'est juste qu'il faut que le monde y aille first, mais si vraiment, mettons, en juin, tout le monde a eu sa première dose, ben, en principe, on a un été. Tu sais, l'été passé, je m'attendais à un été comme à peu près on a eu. Puis pour vrai, à date, je me suis pas trop trompé dans mes prédictions. Fait que ceux qui m'écoutent, c'est un peu Nostradamus qui vous parle, OK? C'est un peu ça. Nostradamus GP. Ouais, exactement. Mais, tu sais, je veux dire, tu sais, la deuxième vague, la troisième vague, la deuxième vague, la troisième vague, je la voyais, tu sais, comme, ben, il l'annonçait, mais comme, tu sais, mais pour vrai, cet été, je pense que ça va être une petite affaire plus lousse que l'été passé. J'espère. Je sais pas si... Là, je suis peut-être trop courageux à dire ça, puis je vais peut-être me fourrer. J'espère que non. Mais je pense que ça va être un petit peu plus lousse. Puis vraiment, à partir de l'automne, plus ça va avancer, plus là, on va commencer à avoir du lousse, puis ça va se mettre à bien aller. J'espère vraiment que c'est ça. Moi, je l'espère pour les commerçants, pour les restaurateurs, surtout. pour ceux qui ont des bistrots, ces choses-là. C'est surtout pour ça. Parce que ce côté de l'industrie, on a vu beaucoup de mouvements de solidarité, de soutien des restaurateurs, tout ça, surtout dans la grande région de Montréal. Ils l'ont vraiment rough. Puis ça a des impacts qu'on ne voit pas nécessairement parce qu'en tant que microbrasserie, on perd de la clientèle, nous autres. Ben, c'est sûr. Des fûts qu'on vendait à des restaurants, ils commandent pas, ils sont fermés. Mais ils peuvent pas dire ça, ils peuvent pas. Ils peuvent juste pas. On le voit pas, ça, mais les restaurants, ça l'affecte les microbrasseries. Beaucoup. C'est ça. C'est pas juste ceux qui n'ont pas de bistrot, là. Ceux qui en ont. Ceux qui ont pas de bistrot, ben il y en a beaucoup qui vont vendre des bières à des restaurants. Je pense, par exemple, il y a un bar à Montréal que j'adore vraiment beaucoup qui s'appelle Vice Versa, que c'est genre une place que tu vas pour explorer. Ils ont comme. Je pense 40 ou 50 lignes de fûts et des microbrasseries partout au Québec. C'est fou raide, là. Wow. Eux autres font pas de bière. Ils ont des bières de partout. C'est débile raide. Fait que, tu sais, ce genre d'endroit-là, tu peux pas y aller. Ben, dis-toi que toutes les microbrasseries, normalement, qui vendent des fûts, c'est des ventes en moins. C'est des revenus en moins. Fait que, crime, c'est OK. Je pense que. Puis on va chialer, on va revenir encore sur les mêmes sujets, là. Mais les crises de contamination communautaire, ça se passe pas dans un sacrement de resto. Mais tu sais, c'est. Non. Mais c'est une question de temps un peu, je te dirais, avant qu'on en ait une, qu'on fasse comme tu vois. Qu'eux autres puissent dire comment tu vois, c'est des restos. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, avec le méga gym, c'est ça. Il y a un gym qui va payer pour tout le monde. Puis, tu sais, c'est. Ouais, mais là, il y avait on va se le dire, eux autres, par exemple, il y a eu de la négligence, là. Ah, c'est un ton de marde, là. Le propriétaire, c'est un ton de marde. C'est une vraie marde, là. Moi, j'ai pas peur de le dire, là. C'est vraiment de marde, mais c'est juste que. Tu
malheureusement, dans un monde idéal, il y aurait comme beaucoup de corps policiers, puis on pourrait les envoyer dans les commerces à tous les hosties de demi-heure. Ben, j'exagère, mais on pourrait vraiment faire des contrôles très fréquents dans tous les commerces. Malheureusement, c'est impossible. Parce que je te mentirais pas que quand il y a eu un petit lousse en février, j'ai été dans un resto, puis je me rappelle, m'a dit « shit ». Ah oui. On se créerait pas en temps de COVID. À part les petits plexiglas entre les tables, la table, là, on le voit un peu là, sur ma caméra ici, là, le plexiglas arrêtait sa table là. Ben, je sais pas si tu comprends que... Il y a rien qui t'empêche de te reculer et jaser avec ton voisin. Là. Non, mais même, check, je vais le faire avec le micro, là, je vais prendre ma main visible à la table. Je veux dire, moi, physiquement, je suis en arrière. Fait que la personne à côté, je suis pas protégé du tout. Ça sert à rien, ce plexiglas-là. Là. Non, c'est ça. Il est là pour le look. Puis le restaurant était plein. Plein-ish, là, comme ils ont peut-être enlevé 400 tables, mais c'est un petit resto, puis je comprends qu'eux autres à 50%, c'est pas rentable d'ouvrir. Fait que après, c'est ça, c'est la balance vers quand eux autres se sont dit, garde, je m'essaye, au pire, je me fais taper ses doigts, mais comme j'ai pas le choix d'essayer. Mais malheureusement, c'est ça, je suis rentré là, j'étais comme, j'ai un malaise, là. J'étais comme, je suis très. La personne était aussi proche que d'habitude, là. C'est juste un plexiglas qui sert à fuck all à côté, tu sais. Mais c'est bon repas, par exemple. Je n'aimerais pas le resto parce que. En tout cas. Mais crise de bon resto, je vais continuer à les encourager. C'est pas ça, là, mais c'est juste que tu te dis. Ça devient dur à gérer. Puis, évidemment, le méga fitness gym de Dan Marino, nommons-le. Chris, oui, c'est tellement mis à la place publique qu'on dirait qu'il veut ça. Là. Lui, c'était évident. Puis, comme ça surprend personne, mais. Des fois, il peut avoir juste une erreur à quelque part. Puis, mais il y a eu des morts dans son éclosion. Oui, il y en a eu un. Puis même lui, apparemment, il a été hospitalisé. Là, je sais pas si c'était soin intensif ou non, mais il a été hospitalisé. T'sais. Fait que le karma a un peu fait sa job là, en ce qui me concerne. Là, on ne souhaite pas de malheur au monde. On souhaite pas de malheur au monde, mais Chris, à un moment donné, quand tu fais exprès, c'est ça. Mais ceci étant dit, écoute, c'est plate. Puis c'est sûr qu'il y en a, on dirait qu'il y avait des plans d'affaires déjà pour mettre de l'avant le marché dans les distributeurs et non dans leur pub. Mais il y en a que, alors, eux autres ont juste pu prendre ce plan-là puis le devancer finalement puis faire comme, bon, on va le faire là, dans le fond, c'est le temps. Mais je comprends qu'il y en a qui étaient peut-être pas rendus là puis là, sont comme, c'est petite caliste, puis c'est malheureux. On va espérer qu'ils ouvrent, puis honnêtement, la seule affaire que j'espère, c'est que quand on va réouvrir pour vrai, pour de bon. Moi, je suis infiniment content de ne pas avoir pu, entre guillemets, faire de show dans la petite ouverture qu'on a eue. Je suis full content parce que, moi, l'espèce d'effet yo-yo que là, finalement, on met full d'énergie, on réouvre, parce que moi, en plus, je fais des soirées d'humour. Fait que là, à l'automne, ça m'avait brisé le cœur quand ils ont refermé. Je le voyais venir, mais ça m'avait décalissé. Puis, au moins, si on joue plus à l'esti de yo-yo, quand on réouvre pour vrai. Puis qu'à ce moment-là, ben, on peut vivre, puis ça va juste en loussant. En s'améliorant, ouais, je comprends. En s'améliorant, ça va juste comme vraiment en étant de moins en moins strict, finalement. Puis qu'après, on retrouve une vie normale pour ce que ça pourra être à ce moment-là. Mais souhaitons que ça soit ça, puis qu'il n'y ait pas une faux variant qui vienne chier à patente. Hey, j'ai touché du bois ici. Je le touche en crise. J'espère que je suis pas en train de prédire l'avenir. Je le souhaite tellement, mais en tout cas. C'est ça. Allez boire ces terrasses. Parce qu'on va en avoir des terrasses cet été, il n'y a aucun doute. Là. Il faut. Ouais, en plus, t'es à l'extérieur, profitez-en. Ben oui, Chris. Puis allez boire à 10h le matin sans calice. Ouais, avec les micro-brasseries ouvrent à 9h. Et oui, puis Chris, au UK, l'Angleterre, ils ont fait ça. Ils ont rouvert, ils commencent à rouvrir parce que les autres, le taux de vaccination est genre à 60%. Fait que là, c'est comme ça va vraiment mieux. Puis ils se sont mis à réouvrir. Là, puis là, les pubs, ça y va. Puis apparemment que les pubs rouvraient à 9h, puis il y avait du monde en file à 9h pour boire de la bière. J'étais comme, c'est génial. C'est génial. J'adore ça. Fait que voilà. Donc, allez-y, mais allons boire une bière le matin, sans calice. Non, mais fait qu'une bonne raison de boire, ouverture des terrasses, donc de l'air frais, puis possibilité de plus boire, tu sais. Tellement. Ben, pas plus boire, mais plus de gens qui puissent boire. Je veux pas que vous buvez plus. Là. Je veux pas inciter les gens à la consommation excessive. Je tiens à le préciser. Non, mais une bière de plus. Une, de temps en temps. Une de plus la semaine. Bon.
Ouais, c'est ça. T'encourages ta micro. Mais bon, oui, effectivement. Puis écoute, puis justement, évidemment, si tu fais un barbecue chez vous cet été, que tu as le droit, tu le fais. Mais achète de la bière de micro, là, pour vrai. Là, fais donc ça. Fais donc ça. Fais un bon move. Tu fais vivre le micro, puis un commerçant détaillant spécialisé, même s'il y a un beef avec les canettes puis tout, mais ils sont importants eux aussi parce que IGA, c'est le fun. Ben, c'est ça, IGA, c'est le fun. Ils ont bien du choix, mais c'est limité en ne l'étant pas. C'est comme bizarre. Ils ont des sections pas pires, mais jamais comme un détaillant spécialisé. Fait que encourage-les, dans le fond. Ça, c'est le mot de la fin, je pense. C'est un beau mot de fin, ça. Encourageons-les. Encourage tout ce qui est local. Tout ce qui est local. Tout à fait. Puis là, t'écoutes un podcast de bière, fait qu'encourage ce qui est de bière. Hey, écoute, on va finir ça là-dessus. Ben oui, il faudrait parce que je vais te laisser aller, parce que là, toi et Chris, je vois le temps aller. Là, je suis comme, je vais le laisser aller. Écoute, Kevin, merci. Merci. Écoute, je te laisse faire une petite dernière plug rapide avant de closer ça. Vas-y, plug ce que tu veux. Merci beaucoup, JP, pour l'invitation sur le podcast. Ça a été un véritable honneur. J'ai été content de partager ça avec toi. Ceux qui voudraient peut-être en savoir un peu plus sur ce que je fais, en fait, à part être représentant de la Chasse-Peinte, je suis co-animateur pour le podcast L'Âge de bière. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, mais on le gère plus tant que ça, le Twitter. En tout cas, allez sur notre page Facebook, c'est pas mal là que ça se passe. Nous, on est propulsé par podcast.com, diffusé sur Radio H2O. Puis j'ai aussi un nouveau, en fait, un podcast sur les gins québécois. Ça s'appelle Ginétique. Je vous encourage à aussi aller voir notre page Facebook puis notre Instagram. On rencontre des distilleurs, des gens super géniaux. Puis on déguste du gin, puis on en fait tirer aussi au patron. Puis c'est ça. Fait que sinon, la Chasse-Peinte, des bières boréales, de la boréalie avec des herbes, puis conscience écologique bio. Ben, grosso modo, ça fait le tour et aussi ami par les interwebs de votre très cher aimé Jean-Philippe, que j'apprécie beaucoup, puis dont j'ai hâte d'ailleurs beaucoup de partager une bière dans une microbrasserie à Québec, pour vrai. Effectivement, ou à la Chasse-Peinte, ça peut être ça aussi. T'es l'invité. Écoute, j'ai bien hâte. Écoute, merci beaucoup d'avoir été là. Écoute, c'est vraiment pertinent. Ça a été un long épisode. Cheers. Je m'attendais un peu à ça, mais c'est génial. Écoute, toi qui écoutes en ce moment, si tu t'es rendu jusqu'ici, hey, s'il te plaît, c'est parce que tu as trouvé ça un peu intéressant. Crisse-moi un like, quelque chose, partage. Mais surtout, va voir L'Âge de bière. Pour vrai, c'est cool. Je dirais bien que je suis là 2 fois, mais ce serait fucking opportuniste, mais je vais quand même dire que je suis là 2 fois. Il est venu 2 fois dans le show. Il est venu. Tu sais, comme on dit, jamais 2 sans 3. Ah! Et ben voilà, donc c'est ce que je voulais entendre. Pour vrai, j'ai vraiment eu du fun. C'est vraiment un podcast, le fun à faire. Il y a des grosses discussions, c'est cool. Tu sais, ça attire de même. En tout cas, moi, je trouve que c'est les meilleurs podcasts là, quand tu te laisses aller là-dedans et que les gars font juste jaser. J'espère que c'est ce que vous avez senti avec cet épisode-là. D'ailleurs, Kev, pas mal sûr de tu vas revenir. Là, peut-être moins comme. Juste comme pour faire. Ben, évidemment, c'est beaucoup la promotion de Chasse-Peinte, naturellement. Mais juste pour jaser, honnêtement, c'était vraiment cool. Ça me fait plaisir. Puis, allez voir L'Âge de bière, c'est vraiment, vraiment hot. Sinon, www.rireasafin.com. Vous voyez, j'ai mis des photos un peu random. Puis, ce que j'en remarque depuis tantôt, c'est qu'on voit pas c'est quoi les photos. Ouais, c'est un peu loin. Ça a juste l'air d'être une espèce de ramassis de couleurs. Fait que regarde, ça va être ça. Parce que je me disais, sur le petit écran, on le verra pas assez, mais on voit pas plus ça. Fait qu'on s'en calisse. Mais www.rireasafin.com, comme je te disais, il va y avoir des boîtes de dégustation bientôt. Fait que va voir ça. Et puis, je sais pas quoi dire d'autre. Mais ça, j'avais quoi d'autre à dire, mais non. Cheers! Cheers, Carlis, ça va être ça. That's it, that's all. Hey, merci beaucoup, Kevin. Puis, maintenant, messieurs, on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je sais plus trop. À un moment donné, on se mettra pas d'attente, mais ça va être ça. Fait que, mesdames, messieurs, bonsoir. À la prochaine. Ciao.